Bonsoir à tous. Je suis ravi de recevoir Adrien Klent aujourd'hui, qui nous offre un magnifique roman, mais on verra tout à l'heure sur la définition peut-être du roman, de l'essai, ou en tout cas on est à la limite des deux, Paraissent pour tous aux éditions du Tripode. C'est votre troisième roman sous ce pseudonyme-là, Adrien. On va parler évidemment tout à l'heure de cette volonté d'apparaître sous pseudonyme pour ces trois ouvrages-là que vous avez fait avec le Tripode et qu'advienne le chaos en 2010 et la Grande Panne en 2016. Mais pour l'instant, pourquoi Paraissent pour tous pour l'instant? Pourquoi l'origine du livre qui a été faite apparemment avec Alessandra Caretti, si j'ai bien tout suivi, pourquoi cette volonté-là de choisir ce thème-là? Bonsoir à tout le monde déjà. C'est drôle, c'est la première fois que je fais une rencontre comme ça, avec plein de petits écrans devant moi. C'est rigolo. Euh, En effet, l'idée de début, pourquoi en effet j'ai mis dans le livre que c'est sur une idée originale qu'on a eue à deux, parce qu'en fait, au tout début, on s'était dit qu'on allait faire une bande dessinée. On est tous les deux des grands fans de l'an 01, l'an 1 de GB. Et on avait envie de penser à quelque chose comme une espèce de l'an 1 d'aujourd'hui, c'est-à-dire euh, 40 ans après, 40, 45, voire 50 ans après, qu'est-ce que c'est que d'imaginer qu'on arrête de travailler et qu'on arrête de mettre le travail au centre de la vie. Donc ça, c'est vraiment le point de départ, c'est de dire on va faire une bande dessinée. Et on a commencé à travailler, à développer les personnages, enfin certains personnages, pas tous justement, et on va dire l'arche narrative de se dire c'est quelqu'un qui va être candidat et justement il va créer un effet autour d'une candidature à la présidentielle. Et puis en fait on s'est rendu compte très vite qu'en bande dessinée ça ne marchait pas. Tout simplement parce que il y avait plein de choses à raconter et en fait la bande dessinée c'est quand même un média qui est vraiment chouette, mais on est quand même limité en nombre de signes, quoi. Et notamment on est limité en nombre de signes si on veut faire l'essai. Alors c'est vrai que maintenant il y a plus de bandes dessinées qui gèrent un peu le côté essai et tout ça, mais moi j'ai tendance quand même à m'étendre assez comme on le voit dans le livre, et donc voilà, donc on s'est rendu compte que c'était pas possible en bande dessinée. Et donc, là, à ce moment-là, on a pris la décision à deux de dire, je reprends seul l'idée, j'en fais un roman, ce qui me permettra ce qui me permettra justement de ne pas être limité. C'était vraiment cette question de la limite que j'ai ressentie au début, quoi. Et en effet, ça s'est avéré très fécond parce que c'est vrai que justement, quand on bossait sur la bande dessinée, on bloquait assez vite. On se disait, ouais, mais comment on va raconter tout ça? Et puis en fait, j'ai commencé à écrire. Alors l'autre chose assez rigolote, c'est que j'ai vraiment commencé à écrire dans la temporalité qui est celle du roman. J'ai vraiment suivi les dates, en tout cas au début, puisque le roman continue. Mais j'ai vraiment commencé à écrire, là, quand je dis 25 mars, je crois que c'est 25 mars, la première date, quand il est en plein confinement et commence à écrire son essai, ça correspondait à la date vraiment où moi je me suis mis à rédiger cette scène de l'écriture du roman, quoi. Et après je l'ai déroulé, j'ai écrit le livre de mars, donc de fin mars jusqu'à Noël à peu près. Je l'ai fini à peu près à Noël, avec ce truc un peu particulier qui était de me dire il faut que donc je suis en temps réel en fait, donc de mars à décembre, c'était des trucs que j'ai racontés en temps réel dans le roman. Mais après, je devais me projeter jusqu'au printemps 21, c'est-à-dire le moment où le livre sortait. Et puis après, justement, il y a une espèce enfin, je sais pas, je pense que la plupart des gens l'ont lu, je sais pas. En fait, Anthony, les gens l'ont lu ou pas? Alors, pas tous, pas tous. Certains sont en cours de lecture, d'autres l'ont lu. On est peu, je crois, à l'avoir lu en entier. D'accord. Nicole et Karine aussi. Mais sinon, les autres vont le découvrir. Mais donc, c'est assez éclectique pour le coup. Donc, il ne faudra pas Faut pas trop que je en raconte, faut dévoiler. pas que je raconte tout, quoi. Faut que je fasse Voilà, attention. pas tout, pas tout. Ok. Et donc voilà, et donc simplement, il y a une saute chronologique qui nous amène à 2022, ce qui m'a permis moi aussi d'arrêter quelque chose de ce temps réel dans lequel moi j'étais en train d'écrire en disant, après c'est de la projection et on saute un an et ça me permet de me plonger dans un futur qui là est complètement, même pour nous lecteurs d'aujourd'hui du printemps, parce que je savais qu'il allait sortir là au printemps, donc ça sera quand même encore un futur, quoi. Voilà. Alors, ce qui est plutôt assez fou dans ce livre-là, c'est qu'il est un petit peu faussement naïf, puisque clairement, on est dans cette recherche d'une thématique, d'une idée forte, celle de travailler 3 heures par jour, mais pas que, parce que ce n'est qu'un prisme, véritablement. Mais justement, pourquoi avoir décidé celui-ci de l'écrire sous pseudonyme, puisque c'est, à mon sens, un livre extrêmement fort, extrêmement
puissant au niveau sociétal et au niveau politique. Pourquoi avoir choisi de ne pas s'assumer totalement pour celui-ci? Alors, est-ce que le fait de prendre un pseudonyme, c'est ne pas s'assumer totalement? Est-ce que quand Johnny Hallyday chante des chansons, on se dit, oh là là, c'est un gredin, il n'assume pas ses chansons parce qu'en fait, il s'appelle Jean-Philippe Smet? Non, on se dit, bah, c'est Johnny Hallyday, on l'accepte comme Johnny Hallyday. Il se trouve qu'en fait, ce pseudonyme que j'ai, c'est mon nom d'auteur pour ce genre de livre. Voilà, je l'assume très bien. Je dirais, Adrien Klent, il existe, il a publié 2 livres avant. Et ce n'est pas un mystère, la preuve, je suis là devant vous. Donc il existe. J'assume, c'est juste qu'il se trouve qu'en fait, mon vrai nom, mon nom officiel, mon nom à l'état civil n'est pas Adrien Klein. Mais je veux dire, ça ne veut pas dire pour autant que je ne suis pas l'auteur de ce livre et que je n'en réponds pas devant vous et devant les autorités si elles veulent me convoquer pour me mettre en prison. Non, 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 bien sûr, mais ce que je voulais dire, c'est que si jamais le livre est un succès, si jamais ces idées-là sont à un moment donné reprises par des hommes politiques, par des parlementaires, par des maires, peu importe, si ces idées-là sont reprises, comment allez-vous véritablement? Est-ce que vous allez garder ce pseudonyme-là? Est-ce que vous allez peut-être à un moment donné franchir le pas politique? Est-ce que c'est envisagé? On pourrait le prendre justement dans l'autre sens. Je trouve que c'est bien que vous me le demandiez comme ça. On pourrait le prendre dans l'autre sens. On pourrait dire que justement, le fait de prendre un pseudonyme me protège du risque potentiel dans lequel je pourrais avoir envie, moi, de me lancer en politique. C'est-à-dire que comme je n'ai pas signé de mon nom officiel, en revanche, là, si je devais être candidat, il faudrait que je reprenne mon vrai nom. Donc le fait de ne pas l'avoir signé de mon vrai nom m'empêche, si j'avais cette tentation-là, tout d'un coup, de me dire, ben, en fait, finalement, ce best-seller, parce que l'histoire du livre, c'est évidemment l'histoire de quelqu'un qui écrit un best-seller. Donc évidemment, moi, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, ben, admettons que ça devienne un best-seller et que tout le monde se dise, il faut faire ça. Mais non, je n'ai pas du tout envie de devenir ce candidat. Donc le fait que ça soit un pseudonyme, sérieusement, me protège, mais dans les faits, bien sûr que de toute façon, je ne le ferai pas. Si j'avais voulu, alors là, je vais répondre plus sérieusement, si j'avais voulu faire un livre politique, euh, j'aurais écrit un livre politique, j'aurais écrit un essai. J'aurais écrit le livre qu'écrit Émilien Long dans le roman. J'aurais écrit Le droit à la paresse au XXIe siècle. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à traiter en essai. Mais il se trouve que moi, quand même, ce que je préfère, c'est le roman. J'ai plus de plaisir à écrire un roman dans lequel quelqu'un écrit un essai que d'écrire un essai politique, même si je trouve intéressant et je pourrais tout à fait écrire des essais politiques, je ne suis pas contre, mais j'ai voulu faire un roman et encore une fois, si je l'ai fait sous ce nom-là, c'est parce que ça correspond à un type de narration. Moi, ce que je voulais faire, c'était une histoire à laquelle on a envie de croire et qu'on a envie de suivre jusqu'au bout. Et ça, il se trouve que le nom de Adrien Klein correspond pour moi à des livres où on raconte cette histoire. Alors, vous dites faussement naïf. Oui, il y a toujours un côté un peu exagéré. La Grande Panne, qui était mon livre précédent, que certains ont peut-être lu, c'était un livre où il y avait aussi des situations un peu exagérées. C'était un pouvoir qui se retrouvait, qui s'exilait sur une île, sur l'île de Saint en Bretagne, parce qu'il y avait une coupure d'électricité. On était aussi un peu dans le too much, quoi, avec des personnages qui sont extrêmes, quoi. Là, c'est assez différent. C'est des caricatures qui sont plus réalistes, mais qui sont, en effet, je tire un peu quelque chose. Par exemple, le personnage d'Émilien Long, qui est un prix Nobel d'économie, qui se retrouve justement à se lancer en politique. Il est à la fois très crédible, parce que je l'ai rendu très crédible par son parcours, ses études, dire, même comment il a eu le Nobel, qu'est-ce que c'est que ce Nobel. Je me suis fait chier à chercher pour vérifier comment il aurait pu avoir un Nobel. Donc, il a développé un modèle économétrique. Donc, en effet, c'est légitime parce qu'il est quand même jeune. Donc, c'est ça qui lui a permis d'avoir le Nobel. Bon, voilà. Il y a plein de trucs qui sont très crédibles. Mais après, évidemment, on est un peu dans la fable parce que ce type, poussé par cet élan, va aller le plus loin possible dans le champ électoral. On n'est pas certain, mais on pourra en reparler, on n'est pas certain qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui soit possible dans le champ politique français. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que la limite fine entre la fable, la satire et peut-être l'imaginaire collectif, pour le coup, peut-être que il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, si on nous avait dit qu'on serait dans une situation sanitaire comme celle-ci, on aurait pu penser aussi à une caricature, à une fable. Là, pour le coup, votre livre, il est crédible. Vous l'avez rendu extrêmement crédible. Et c'est ça qui est plutôt intéressant dans ce que vous avez produit, c'est que véritablement, le fait de mettre le travail en dehors de tout champ obligatoire rend votre ouvrage crédible. Alors, je fais un retour en arrière. J'ai sorti ça parce que je voulais montrer la Grande Panne dans l'édition de poche qui est ressortie en fait à l'automne dernier au Tripod. Pourquoi est-ce que l'éditeur l'a ressorti? Parce qu'en effet,
la Grande Panne racontait l'histoire d'un pays qui était complètement bloqué à l'arrêt à cause d'une coupure électrique. Et c'était assez drôle parce qu'en effet, quand je l'ai relu, en fait, le Tripode l'a offert d'abord en numérique au premier confinement parce que les gens, il n'y avait plus de librairie ni rien, quoi. Donc pas mal de gens l'ont découvert à cette occasion-là. Puis après, il l'a ressorti à l'automne. Moi, je l'ai relu en effet au premier confinement. Je fais ce retour sur la Grande Panne parce qu'en effet, il y a quelque chose de drôle. C'était très différent puisque c'était une coupure d'électricité, donc les gens n'étaient pas cloîtrés chez eux. Mais en revanche, ça montrait la façon dont un pays se paralyse en très très peu de temps et se bloque complètement. Ça, c'était la Grande Panne. Donc c'est vrai que c'est comme si j'avais, non pas évidemment crédit, mais c'est comme si avec la fiction, je m'étais amusé à raconter quelque chose qui a eu lieu peu de temps après. Notamment, ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a jamais eu de grande panne électrique en France. Donc, du coup, en fait, finalement, il n'y a jamais eu de grande panne électrique, mais il y a eu un autre type de panne qui était une panne sanitaire, on va dire. Et là, dans Paris pour tous, c'est un peu différent, puisqu'en effet, je l'ai écrit alors qu'il y avait le confinement. Donc, en effet, j'ai aussi joué. Mais en revanche, l'idée, c'est ça qui est rigolo, c'est quand je parlais tout à l'heure de l'idée qu'on avait eue avec Alessandra, en fait, c'était à l'été 2019. Donc, on était bien avant la pandémie. Et c'était en fait justement parce qu'on avait travaillé sur un autre projet et on avait passé peut-être 3 heures à bosser. Et après, il se trouve qu'on habite à Marseille. Donc, on s'est retrouvés à aller se baigner comme on fait quand on habite à Marseille. C'est que c'est assez pratique pour aller se baigner. Et, on s'est dit, mais en fait, la vie, ça devrait être ça. La vie des gens, ça devrait être 3 heures de boulot, pas plus, quoi. Bon, c'était l'été, donc c'est plus légitime de travailler 3 heures pendant l'été. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, donc cette idée, cette pensée qu'on a eue à ce moment-là, elle est antérieure au Covid. Donc c'était assez drôle parce que me mettant à écrire à partir du printemps 2020, on était dans la question où la question du travail était en effet hyper au centre du débat. Mais ce que raconte bien Emilien et qui, à mon avis, est assez juste, en vérité, le premier confinement et tout ce qui en a suivi n'a pas réellement changé la place du travail. Ce que ça a changé, c'est la façon dont les gens acceptent, à mon sens, hein, je peux me tromper, mais la façon dont les gens acceptent ou ont accepté de s'interroger sur leur propre rythme. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont mis à moins travailler, puisqu'on l'a vu quand même pas mal, notamment au premier confinement, où les gens se sont retrouvés à s'occuper de faire l'école à leurs enfants, de continuer à bosser en télétravail, le tout en étant enfermés et tout. Donc, quelque chose qui était en fait extrêmement mortifère, quoi. Et le principe de Paris pour tous, c'est l'exact inverse. On n'a que 3 heures de boulot pour justement pouvoir respirer. Donc, ça ne cadrerait pas très bien avec un confinement non plus, même si, évidemment, c'est plus agréable d'avoir que 3 heures de télétravail que 7 ou 8 dans une journée. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr qu'on est rentré dans un moment où on peut s'interroger plus sur la question du temps, mais nonobstant, et on le voit, je veux dire, on le voit là, quand on nous dit maintenant il faut retourner consommer, ainsi de suite, on n'a pas l'impression que c'est changé grand-chose dans la grande arche générale qui est de dire, ben, en fait, il faut quand même bosser pour gagner du fric, pour le dépenser en consommant, jusqu'à ce que l'âge de la retraite mette un terme à tout ça. Alors justement, je voulais justement en venir là par rapport à cette scène du milieu du livre qui fait prendre conscience à un moment donné à Émilien Long de la chose absurde du travail, ou en tout cas de la réduction. Vous regardez un film avec vos enfants ou une série, je ne sais plus, avec des paresseux, avec des animaux paresseux. euh, Attendez, vous me dites vous, mais moi, je ne m'appelle pas Émilien Long. Hein. Donc, vous ne pouvez pas me dire vous. Si vous Pas parlez de mon vous, personnage, vous pardon, ne pouvez plus me dire vous, Anthony. Attention. pardon. Moi, j'ai un pseudonyme, Euh, mais je ne suis pas Émilien Long derrière Adrien Klent, je vous le promets. la limite est peut-être fine. En tout cas, En tout cas, c'est sûr que c'est un personnage et que je n'ai rien à c'est voir un- avec Émilien Long. Je n'ai pas de prix Nobel d'économie et je n'ai jamais regardé une vidéo, si c'est ça dont vous parlez, vous avez parlé, j'ai jamais regardé avec mes enfants une vidéo avec des paresseux. Ok, alors c'est très très bien trouvé. Donc pour le coup, je rappelle cette vidéo où vous regardez avec vos enfants des paresseux, où l'homme s'adapte, doit s'adapter aux animaux. Et pour le coup, j'en reviens à cette crise du Covid, où en effet, je considère aussi qu'on n'a pas forcément tiré de leçons. Est-ce que votre livre, il arrive un petit peu tard? Est-ce que justement le Covid aurait pu permettre pendant cette année de stopper le temps et de réfléchir? Est-ce que Alors, c'était je pas vais la répondre. première, la première période de notre histoire où on a pu enfin réfléchir? Alors, je vais répondre à cette question, mais je réponds d'abord quand même. Enfin, je voulais juste vous parler de cette histoire de paresseux, puisque vous pensez que j'ai regardé cette vidéo avec mes enfants. Mais en fait, c'est peut-être l'occasion pour moi de rappeler qu'en tant que romancier, je construis un récit entièrement fictif. Et c'est-à-dire que là, c'est désolé parce que peut-être ça casse quelque chose du charme, mais en même temps, c'est aussi l'intérêt à mes yeux de ce que c'est que l'écriture. C'est qu'en fait,
justement, au début, avec Alessandra, on s'était dit, il faut que l'animal paresseux soit un emblème, en fait, pour cette campagne. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que j'arrive à intégrer ce truc-là, il faut que je trouve une façon de... Et donc, je me suis dit, bon, ben, il faut trouver un truc. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Je dis, ah, ben, en fait, ce qui pourrait être marrant, c'est que les enfants sont en train de regarder une vidéo de paresseux et que du coup, le père qui est en train de faire autre chose se dit, ah, trop marrant, une vidéo de paresseux. Donc, c'est vraiment un truc narratif dans l'autre sens de me dire, tiens, il faut que pour que lui se mette à penser au paresseux, parce qu'il ne pense pas spontanément au paresseux, il faut que le paresseux se présente à lui, et donc on va utiliser les enfants qui sont en train de regarder ce film. Donc c'est complètement imaginaire, et c'est surtout un truc narratif pour faire avancer le truc. Alors maintenant, pour répondre à votre question, mais moi je ne suis pas sociologue, hein, donc c'est toujours compliqué pour moi de faire des grandes réflexions sur la question du travail dans la vraie vie. C'est-à-dire que dans le roman, c'est plus facile parce que je m'autorise en tant qu'écrivain à inventer justement un personnage qui pourrait se poser ces questions-là, mais dans la vraie vie, c'est plus compliqué. Ce qui est certain, c'est que ce que raconte Émilien, à mon sens, est quelque chose de juste. Il dit au début, il dit euh, euh, on aurait dû se saisir de ce moment-là, donc du premier confinement, pour rebattre les cartes. On ne l'a pas fait, en fait. Et c'est en ça que je trouve que c'est plutôt rigolo ce que je propose dans le roman, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas fait dans la vraie vie, mais donc moi, Émilien Long, je vais le faire dans le monde imaginaire de ce roman, c'est-à-dire je vais écrire ce livre, en fait, qui va devenir un sujet de société à l'automne 2020, c'est-à-dire le fameux automne où justement les choses se remettaient en place, puis il y a eu de nouveau une espèce de demi-confinement, une espèce de mollesse générale, de se dire mais qu'est-ce qu'on est sorti de cette crise, on n'est pas sorti, on est complètement dedans, on est à moitié dedans, ainsi de suite. Mais il n'était plus question de réfléchir, tout ce truc de on va faire le monde d'après et tout, c'était déjà terminé à l'automne. Et ben moi, dans mon roman, et à l'automne, ça continuait parce qu'en fait, ça devenait un enjeu. C'était qu'est-ce qui va se passer avec ce thème du travail et du temps de travail qu'il faut réduire, quoi. Et donc, en effet, on peut se dire là que dans la vraie vie, on a raté une fenêtre. Je ne sais pas si cette fenêtre va se représenter. Peut-être que il va y avoir plein de lecteurs de ce roman et que ça va permettre à des gens de réfléchir à nouveau et de se poser des questions. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on avait un petit créneau et qu'on l'a loupé, quoi. Oui. Alors avant de passer à la suite, on va peut-être parler de votre programme, pardon, du programme d'Emilien. Je la referai plus, je la referai plus, promis. Du programme d'Emilien Long, parce que c'est plus subtil que 3 heures de travail par jour. Pour ceux qui s'interrogeaient tout à l'heure, vous pouvez très bien cumuler 2 journées de 7h30 et avoir vos 3 jours, vos 5 jours de libre. Donc voilà, donc c'est plus subtil que ces 3 heures de travail par jour parce que vous dites tout simplement que on parle de relations déjà salariées, donc avec un lien de subordination déjà, et non pas d'un auto-entrepreneur, d'une micro-entreprise, peu importe, d'un travailleur indépendant. Donc déjà, ça a un cadre particulier. Plus vous allez avancer dans le livre et plus vous allez avoir ces précisions sur ces 3 heures de travail par jour qui ne sont qu'une accroche. Alors, c'est une accroche pour une simple raison, hein, c'est que l'essai qu'écrit Émilien Long dans le roman, c'est le droit à la paresse au XXIe siècle. C'est donc une réécriture du droit à la paresse de Paul Lafargue qui date de 1883. Et Paul Lafargue, en 1883, dit il faut travailler 3 heures par jour. C'est son postulat de départ. Et il se trouve que dans les années 30, c'est un autre texte que cite Émilien Long dans un des moments de son essai qui sont donc inclus dans le roman. C'est le texte de Keynes, l'économiste Keynes, qu'on connaît très bien pour ce qu'il a amené à, on va dire, la théorie économique classique, c'est-à-dire le keynésianisme, la relance par l'offre, etc. Mais en fait, on connaît moins, même s'il a été republié il y a quelques années, mais il est de nouveau épuisé. C'est dommage parce que c'est un texte vraiment passionnant. Ce texte s'appelle Lettre à nos petits-enfants. En fait, c'est pas le titre, le vrai titre, c'est Essai qui servira à nos petits-enfants, je ne me souviens plus exactement. Et en fait, c'est un texte qu'il écrit en 1930 où il se projette en fait un siècle après, c'est-à-dire quasiment là où on est maintenant, quoi, à une dizaine d'années près, et où en fait il postule justement que la richesse va s'accroître. Il dit elle va être multipliée à peu près par 4, entre 4 et 8, et en fait, donc, ce que raconte, enfin, ce que dit Émilien Long, là c'est vrai, c'est que ça a été multiplié par 4. Et donc, Keynes dit aussi il y aura besoin de travailler que 3 heures par jour. Donc j'ai trouvé que ce chiffre de 3 heures était tout à fait pertinent et en effet, c'est une bonne accroche. Mais d'un point de vue, puisque vous voulez qu'on soit précis sur le programme d'Émilien Long, c'est en effet la semaine de 15 heures.
C'est-à-dire qu'actuellement, la semaine, c'est 35, ben, on passe à la semaine de 15. Et en effet, ça peut être aussi avec un système de RTT, etc. Mais disons qu'en fait, au lieu de travailler 35 heures par semaine, on travaillera 15 heures par semaine. Et ce que montre Emilien, c'est aussi que, il y a une courbe que je n'ai pas mis dans le livre, mais que j'ai faite moi sur les diminutions de temps de travail. Et en fait, c'est la plus forte diminution de travail depuis plus de 100 ans. C'est-à-dire que même quand Bloom passe à la semaine de 40 heures, quand Mitterrand passe à la semaine de 39 heures et quand Martine Aubry passe à la semaine de 35 heures, à chaque fois, la diminution est moindre que celle qui consiste de passer de 35 à 15. Quoi. Qui serait de plus de 50%. Et ça, plus le fait, on va vous poser la question, alors elle est expliquée évidemment dans le livre, mais comment on fait tout simplement pour passer d'une semaine de 35 à 15 heures, où va l'argent, comment on produit de la même façon. Je vous laisse répondre bien sûr, Je mais dirais plutôt d'où vient l'argent plutôt que d'où où vient va l'argent? l'argent. Mais où va l'argent, c'est la question qu'on peut se poser maintenant. En effet, où va l'argent? En fait, là, c'est pareil. On est dans de l'analyse marxienne. Alors, je dis marxienne comme font les snobs, mais ce n'est pas complètement inutile de le dire. C'est-à-dire, en effet, si on reprend les choses tombent dans mon dos, mais c'est pas grave. Si on reprend l'analyse de Marx sur la question de la force de travail, on se rend compte que ça n'a pas pris une ride encore aujourd'hui. C'est-à-dire de se dire que actuellement, les gens travaillent et en effet, on considère qu'ils vont être payés non pas en fonction de ce qu'ils apportent, mais en fonction d'une grille, d'un barème qui est fixé, voilà, on va dire dans un système libéral par un système de main invisible où, en réalité, je ne sais pas comment je pourrais le dire. Là, encore une fois, je ne suis pas économiste moi-même, donc c'est difficile de bien l'expliquer. Mais en gros, la grille des salaires telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, elle n'est pas du tout raccordée, elle ne l'a jamais été, hein, on va dire, à la question du temps de travail. Et donc, ce que propose Emilien Long, c'est très simple, hein, c'est de plafonner les salaires au-dessus de 6 000 euros en considérant qu'il ne doit pas y avoir un écart plus important que de 1 à 4, c'est-à-dire le salaire minimum est à 1 500 euros et le salaire maximum est à 6 000. Donc voilà, la question c'est où va l'argent? En fait, l'argent partait dans les hauts salaires, et on va le réfléchir de façon à ce qu'on puisse travailler 15 heures en étant payé l'équivalent de 35 actuellement. Donc en fait, l'idée, c'est de ne pas diminuer la masse salariale, sauf sur les salaires au-dessus de 6 000. Et là, honnêtement, c'est un calcul que je n'ai pas fait, qu'il faudrait que quelqu'un fasse de façon très sérieuse. Je ne sais même pas si c'est techniquement possible, si on récupère suffisamment de masse salariale pour la réfléchir sur cette diminution du temps de travail. Intuitivement, j'ai tendance à penser que oui, j'en suis pas certain. En revanche, ce qui est certain, c'est que c'est très étonnant quand on regarde de près, les gens qui gagnent plus de 6 000 euros par mois en salaire, c'est une infime minorité, quoi, une infime minorité. Donc, d'un point de vue politique, il ne représente rien. C'est-à-dire que pour que quelqu'un comme Emilien Long soit élu, en fait, il n'y a pas vraiment de frein, on va dire. Il ne touche pas, sauf à une toute petite frange de la population qui doit représenter, je ne sais pas, peut-être 2% de la population active. Hein. Je ne parle même pas de la population qui vote, de la population active. Donc en effet, d'un point de vue, on va dire, de stratégie politique, c'est complètement logique de proposer ça. Après, est-ce que ça marche d'un point de vue économique? Là, ce n'est pas mon boulot. Je veux dire que je suis en train de faire une fiction et pas de faire un programme électoral. Mais ça ne me semblerait pas absurde de se poser cette question-là. Mais la question qu'on pose en disant ça, c'est pourquoi est-ce qu'en effet, il y a tant de hauts salaires? À quoi servent les hauts salaires? C'est juste qu'Anthony fait un petit truc, alors ça nous fait apparaître une fenêtre. À quoi servent des salaires si hauts? Et aussi, ce que dit bien Emilien, c'est une réflexion qui est importante, qui est de dire, mais en fait, ce cycle dans lequel on est, qui est recevoir de l'argent pour le dépenser après en consommation, est-ce que c'est vraiment logique? Est-ce que ça fait vraiment complètement de sens? Ou est-ce qu'on n'est pas parti dans une espèce de folie où on ne s'interroge même plus au sens réel de nos besoins, nos désirs et de ce qu'est le goût à la vie? C'est quand même une parabole aussi plus sur la réflexion de ce que c'est que la vie que sur la question purement et techniquement économique, comme vous, Anthony, vous essayez de me faire parler, mais encore une fois, je ne suis pas un économiste et je ne défends pas un programme politique ni économique. Ça reste un roman et un roman qui est utopique. Parce que, comme je dis toujours, c'est une utopie réaliste. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai essayé de faire un truc qui soit techniquement hyper nourri et tout ça, mais enfin, l'idée, c'est quand même de vendre une utopie, quoi. Nicole? Bonjour. Bonjour Nicole. Vous êtes Nicole mot pour mot, c'est ça? C'est ça. Moi, je suis repérée. J'aurais dû mettre des lunettes. J'en ai, ouais, c'est bon. Merci parce que moi, j'ai passé déjà un super bon moment. J'avais adoré la grande panne et j'ai beaucoup aimé aussi ce petit dernier.
Du coup, si vous avez vu mon billet, vous savez que, en fait, j'ai adoré retrouver les théories que j'avais lues là-dedans. Le refus du travail. Vous l'aviez lu? Non, alors justement, c'est drôle parce qu'en fait, depuis que j'ai sorti le livre, je me rends compte qu'il y a plein de livres en fait que j'ai pas lu parce que la bibliographie, elle est énorme. Et moi, j'en ai un autre qui est ici, là, qui est franchement assez similaire, hein, qui est Ne travaillez jamais, qui est vachement bien aussi. Mais cela dit, en effet, quand j'ai vu le vôtre, je me suis dit, ah, bah, c'est chouette, ça a l'air intéressant, le refus du travail. Ah ouais, Faudrait puis que- ça se lit comme un roman. Donc, moi, j'étais partie là-dedans en pensant que ça allait me prendre des plombes à décortiquer parce que c'est un chercheur gallois. Et en fait, ça se lit comme un roman. C'est passionnant. Et en fait, ça pose exactement les questions que vous posez dans votre roman. Puisqu'en Mais fait, attendez, il s'appelle comment, votre chercheur gallois? Bah, parce que moi il aussi, c'est un s'appelle chercheur il gallois. s'appelle David Frayne. Ah, c'est drôle, parce que moi, il s'appelle Alastair Emmons et c'est aussi un chercheur gallois. Donc, Et je ben, pense que les décidément, Gallois, ils ont quelque chose contre le travail. c'est des Gallois qui sont pionniers dans Ouais. dans le refus du travail. Il ne joue pas qu'au rugby. Voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, il part à la recherche d'individus qui tentent de sortir de cette société qui veut absolument les définir par le travail et uniquement par le travail. Eux, ils pensent qu'ils sont autre chose que ça. Et c'est pas un refus par fainéantise, non, c'est vraiment un refus de se voir catégorisé, de se voir obligatoirement demander qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et en fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça veut dire qu'est-ce que tu fais comme boulot? Parce que sinon, le reste, on s'en fout. En fait, ça, ne, ça ne valorise pas quelqu'un. Donc, c'est très intéressant parce il va écouter des gens qui essayent à leur manière, soit en décidant de travailler moins, justement, quitte à être payé moins, puisqu'il n'y a pas d'autre solution en ce moment. Et donc, c'était intéressant de retrouver toutes ces théories chez vous. Le roman, de toute façon, c'est pas fait pour apporter des solutions, hein, c'est fait au contraire pour poser des questions. Et est-ce que vous l'avez envoyé à certains hommes politiques pendant votre service de presse? Alors, j'ai fait une liste de choix que des gens qui me semblaient être des bons lecteurs potentiels. Donc, François Fillon, Nicolas Sarkozy. Non, pas du tout. Non, je l'ai envoyé à Philippe Poutou, Michel Rubirola, Benoît Hamon, Éric Piolle et Cécile Duflot. Voilà. Et malheureusement, pour l'instant, j'ai eu que des petits mots de politesse. Vous savez ce que font les hommes politiques, ce qui est toujours un tout petit peu troublant, c'est qu'ils vous remercient quand ils viennent de recevoir le livre, ce qui laisse entendre qu'ils ne le liront jamais. Donc c'est toujours un peu angoissant. J'aurais préféré ne pas avoir de signe et qu'ils le lisent et qu'ensuite ils me disent, bah voilà, ceci, cela. Donc je suis un tout petit peu inquiet. Je crois que les hommes politiques, même les plus sympathiques qu'on puisse imaginer, on va dire, ont peu de temps à consacrer à la lecture, sont peu lecteurs et surtout sont peu lecteurs de romans. Et c'est vrai que ce livre, il est un peu particulier parce qu'il joue sur les codes de l'essai et il joue sur les codes du roman. J'ai peur que, voilà, je ne suis pas certain qu'ils s'en saisissent. Le dernier, c'est Éric Piolle parce que j'ai fait une rencontre dans une librairie à Douarnenez et là, il y a quelqu'un qui m'a dit, enfin, des lecteurs qui étaient à la rencontre qui me disaient, ah, mais notre fils travaille avec Éric Piolle, ça devrait vraiment le passionner, envoyez-lui et tout. Donc je lui ai envoyé, je me suis dit, bon, peut-être qu'il va, il va y prêter une oreille un peu plus attentive. Mais c'est vrai que voilà, on va voir, je ne me rends pas compte. Évidemment, il y avait un peu l'espoir que des hommes politiques s'en saisissent, parce qu'en fait, derrière cette histoire des 15 heures, de la limitation des salaires et tout, il y a plutôt une réflexion sur la décroissance et l'idée qu'en effet, on ne peut pas mettre ni le travail ni la consommation au centre de nos vies. Et ça, on sent que c'est quelque chose qui est un tout petit peu en train d'émerger avec la question de la crise climatique, etc. Donc on se dit que ça pourrait en effet donner le sentiment aux hommes politiques que ça fait sens. Et puis c'est vrai que là, je me rends compte que les libraires, beaucoup, parce qu'en fait, le livre n'est pas sorti depuis très longtemps, donc je n'ai pas encore énormément de retours de lecteurs. Mais en revanche, les libraires qui souvent l'ont eu un petit peu avant, je sens combien les libraires, en fait, eux, sont emballés justement par l'idée de ce roman parce qu'il ça joue aussi sur la question de la campagne de 2022, de dire, bah, en fait, la campagne de 2022, elle va peut-être pas être aussi déprimante.
enfin, c'est plutôt le contraire, elle va peut-être être un peu déprimante, mais dans le livre, elle permet d'échapper à cette déprime. Et c'est vrai que moi, j'aimerais, et je trouverais ça chouette que des gens se saisissent, pas forcément pour incarner précisément ce qu'incarne Émile Lon, mais se saisissent de cette envie, en fait, de ne plus courber les chines par rapport à cette question du travail. Et comme l'an 1 l'a fait, c'est-à-dire que moi, je trouve ça toujours assez touchant, la puissance qu'a un livre. C'est-à-dire que moi, quand j'ai découvert l'an 1, c'est quand il a été republié en 2000 par l'association. Euh, je trouvais ça d'une force incroyable et je trouvais que ça n'avait pas du tout vieilli. Ça avait évidemment vieilli parce que le contexte n'est plus le même, mais les idées qui étaient proposées étaient toujours hyper fortes, hyper fécondes. Et donc voilà, on a toujours l'espoir. Enfin, moi, j'ai l'espoir parce que peut-être qu'en effet, j'ai plus confiance dans la littérature que dans la politique. J'ai toujours l'espoir qu'un livre, en l'occurrence un roman, va aider le monde à bouger un petit peu, à avancer vers quelque chose. J'en suis pas sûr et on va voir. Et voilà, cette question sur les hommes politiques, elle est juste parce que je me suis dit, putain, mais il n'y en a pas un qui va le lire, quoi. Mais peut-être que ça va arriver, donc il faut être patient. Peut-être que ça va arriver et que justement, il y a quelqu'un qui va me dire, ah, c'est quand même génial, ça me donne envie, ça m'excite. Là, en ce moment, c'est ces libraires qui disent, c'est génial, si seulement ça pouvait être ça. Bah oui, les amis, mais on est membre de cette société, donc c'est aussi à nous de créer les conditions pour que nos élections ressemblent moins à ce qu'elles ressemblent, à ce qu'elles sont en ce moment et qu'elles ressemblent plus à ce que je raconte dans Paris pour tous. Alors, alors pour le coup, si ces idées sont reprises à un moment donné, quel homme politique, quelle femme politique va avoir le courage d'annoncer cela? Est-ce que véritablement, on l'a vu avec Benoît Hamon il y a quelques années sur ce fameux revenu solidaire pour tous, euh, il a fait 6% aux élections, ça n'a pas forcément marché alors qu'il avait un parti politique derrière lui assez fort à l'époque. Pour le coup, comment on arrive à se saisir de ces thématiques et de les emmener quelque part? Euh, Comment c'est possible? Est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce que c'est beau ce que vous faites en fait? Ce que vous écrivez, c'est admirable, on y croit. Forcément, moi j'y ai cru, je vote Émilien Long tout de suite. Il n'y a aucun problème sur ça. Mais comment, nous, en tant que citoyens, on va pouvoir, à un moment donné, franchir le pas? Ouais, ben, c'est compliqué parce qu'encore une fois, moi, j'ai pas de baguette magique non plus. Enfin, je veux dire, j'ai pas la solution qui va nous permettre à nous tous de trouver comment dire, la voie en fait à laquelle on sent que beaucoup de gens adhèrent. Pas tous. Je veux dire, la première lecture, la première rencontre que j'ai fait en librairie, c'était à Concarneau. Et donc, elle écrit en énorme sur sa vitrine Paris pour tous. Elle m'a dit, en fait, la libraire, elle m'a dit, mais en fait, il y a des gens qui sont rentrés en disant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous avez contre le travail? Et tout. Donc, il y a des gens que ça rend nerveux, hein. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire, c'est toujours ce truc de. Il y a des gens que ça rend nerveux, qu'on leur dit, mais le travail, ce n'est pas la vertu cardinale. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont construit leur vie sur le travail, qui n'imaginent pas. Alors, et pourquoi? Parce qu'en fait, dès l'école, on dit bah, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras plus grand? Qu'est-ce que tu vas choisir comme orientation? Qu'est-ce que tu vas faire comme métier? Tout est fléché dès le début. Mais il y a beaucoup de gens qui, du coup, se sont vachement comment dire, ont suivi cette voie-là. Et donc, c'est difficile pour eux d'imaginer, de dire mais en fait, je vais essayer de me déterminer par autre chose que simplement mon activité professionnelle. Mais maintenant, Anthony, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez déçu que je ne sois pas Émilien Long. Je veux dire, ou qu'il n'y ait pas un Émilien Long qui sorte en Un fait petit du peu. livre, quoi. Alors, non, mais je comprends. J'ai pensé aussi très fort à ce président ukrainien, là, je ne sais plus comment il s'appelle, celui où il y a eu l'histoire avec Trump, là, vous vous souvenez, il y a un an ou deux. En fait, donc à cette époque, on a beaucoup parlé de ce président ukrainien, qui en fait était un comédien qui a joué le rôle d'un président dans une série, donc qui était vraiment un personnage en fait de fiction qui jouait le rôle d'un président. Et en fait, le type s'est pris au jeu, s'est présenté et a été élu président de l'Ukraine. Euh, Honnêtement, c'est pas ça l'enjeu en fait. L'enjeu d'un roman, c'est aussi de saisir quelque chose du monde dans lequel on est ou de proposer des choses. Je veux dire, GB, il n'a jamais fait de politique. Et d'ailleurs, c'est ça que je trouve intéressant et un peu complexe dans le livre que j'ai écrit, c'est que les thèses qui sont défendues sont des thèses qui sont en général des thèses trop, comment dire, trop hors système pour être incarnées dans le système. Et c'est un peu la particularité de ce livre, c'est qu'en fait, c'est comme si quelqu'un d'ultra-gauche décidait tout d'un coup de se présenter aux élections. Il y a un moment dans le livre
pour ceux qui l'ont lu en entier, c'est plutôt vers la fin, où j'ai voulu justement que Émilien se fasse attaquer par sa gauche. Il a quand même un programme qui est relativement à gauche. Et je me suis dit, ouais, mais en fait, ça serait quand même marrant de voir des gens qui trouvent qu'il ne va pas assez loin ou qu'il est trop social-démocrate et tout. Donc, il va se faire pilonner par sa gauche. Et donc, là, j'ai pris quelques revues qui sont les revues les plus, on va dire, radicales qu'on puisse trouver dans différents champs. Et chacune lui pose des questions comme ça, hyper rentre-dedans, en disant, mais ça ne va pas, ça ne va pas. Ah, on voit le petit enfant de Céline qui est bien sympathique. Et donc j'aime bien cette scène parce qu'elle montre aussi que justement lui finalement peut être considéré comme trop mou par des gens qui sont plus radicaux. Mais justement les plus radicaux ils vont dire il ne faut pas aller à l'élection. Et donc là il utilise cette phrase, enfin Émilien il cite cette phrase de Jacques Ellul qui dit mais en fait je ne veux rien avoir avec le champ politique traditionnel. Il ne faut jamais essayer de rentrer dans le champ politique traditionnel. Et c'est quelque chose que je comprends, c'est-à-dire je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui se disent de toute façon c'est foutu, la situation elle est merdique, ça n'est pas la peine de jouer le jeu politique traditionnel. Lui, Émilien, il dit, moi je vais y croire, je vais jouer ce jeu-là et je vais aller jusqu'au bout d'une campagne présidentielle dans ce que ça peut avoir de complètement mainstream, quoi. Et moi je trouve ça intéressant. Honnêtement, je ne crois pas que ça soit possible. Je ne pense pas aujourd'hui que ce soit possible qu'un candidat arrive, soit dans une radicalité incroyable, surtout, c'est-à-dire qu'il décide qu'il travaille différemment. C'est génial. Moi, j'adore ce Émilien Long. Je ne pense pas aujourd'hui que la France soit prête encore à le faire, mais peut-être un peu plus tard. C'est ça aussi l'intérêt du roman, c'est de dire, bon, bah, c'est pour ça que je faisais la blague tout à l'heure sur la grande panne qui a prévu le confinement. Peut-être que, pas en 2022, mais en 2027, on aura cette possibilité d'avoir justement des candidats plus… Il se trouve qu'on a un candidat, je ne peux pas ne pas en parler, on a un candidat aujourd'hui en France qui, par certains côtés, a le programme politique de Émilien Long. Je trouve, moi, qu'il n'est pas ce que j'aime chez Émilien Long, c'est-à-dire quelqu'un de complètement simple, désintéressé, habité par une idée plus que par son destin personnel. C'est tout un truc vachement complexe que j'ai dû faire. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas qu'il soit mégalo, le Émilien. Il ne faut pas qu'il ait envie de prendre la lumière. Il faut pas… Bon, eh ben, on voit que parfois, il y a des hommes politiques qui ont des idées qui peuvent nous sembler chouettes, mais dont on se dit que la personnalité est un peu complexe, justement, un peu… mégalo, voilà, pour le dire comme ça. Et donc voilà, donc moi j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui ne pense qu'à l'intérêt. Alors je prépare un tome 2, on pourra en parler plus tard. Je prépare un tome 2 de Paris pour tous pour voir ce qui va se passer après. Et parce que c'est un enjeu aussi, c'est justement qu'est-ce que c'est. Il y a la conquête du pouvoir, il y a l'exercice du pouvoir. Qu'est-ce que c'est que d'exercer le pouvoir quand on ne veut pas faire le pouvoir tel qu'il existe dans la Ve République? C'est vrai qu'il y a un problème dans cette Ve République, on le voit bien. Et est-ce que quelqu'un peut arriver en disant moi je vais faire les choses différemment? Mais n'empêche qu'il faut qu'il soit une seule personne, c'est un seul candidat. Est-ce qu'aujourd'hui un candidat peut arriver en disant j'emmène un projet, mais en fait c'est pas moi, je ne suis pas celui. C'est très très dur. Tout est tellement centré sur la personne à une élection présidentielle, tout est tellement centré sur j'incarne la France, je vais vous représenter. Voilà, on l'a vu avec le président actuel qui a créé un truc comme ça, un peu de mystification en disant qu'il incarnait quelque chose par sa jeunesse, etc. Bon. Est-ce que quelqu'un de profondément bon comme est Émilien Long peut aujourd'hui aller au bout de cette élection? Honnêtement, je ne pense pas aujourd'hui. Mais c'est vrai que si j'écris le livre, c'est parce que j'aimerais bien que ça arrive. Et je pense qu'on est plusieurs à aimer que ça, à vouloir que ça arrive. Mais ni vous, Anthony, ni moi, Adrien Klent, on va se présenter en 2022. D'abord, il ne nous reste plus assez de temps. Je veux dire, Émilien, il a fait sa déclaration de campagne en fin novembre, début décembre 2020. Donc, on est déjà à la bourre parce qu'il faut quand même il faut aller chercher les signatures des maires. Il faut émerger dans le débat. C'est ce que je raconte bien dans le livre. C'est que le mec, il a beau être prix Nobel, il n'est pas dans le champ politique. Personne ne le prend au sérieux. Donc, il faut quand même du temps pour aussi faire exister un programme aussi radical que celui-ci et en effet se faire entendre en fait. Et moi, j'ai aussi vachement insisté là-dessus dans le livre. C'est difficile de se faire entendre. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait en sorte qu'il ait ce prix Nobel, pour qu'il y ait une crédibilité. Parce qu'en fait, s'il n'avait pas ce Nobel, il n'aurait vraiment aucune possibilité de débarquer dans le champ. Mais là, il s'appuie là-dessus parce qu'en fait, quand même, on ne peut pas le renvoyer, on ne peut pas lui dire vous êtes un clown. Et j'ai beaucoup joué là-dessus avec ce personnage que moi j'aime beaucoup, qui est la candidate qui représente la majorité sortante, puisque j'ai éliminé le président sortant pour pas avoir besoin de mettre de noms propres que je n'avais pas envie de mettre. Et donc j'aime beaucoup la candidate qui est en face, qui représente vraiment le camp du productivisme, voilà,
voilà, le libéralisme en plein de joie tel qu'il existe en ce moment dans la majorité actuelle. Et à chaque fois, elle essaye de lui dire que lui dit n'importe quoi. Il dit, mais je ne dis pas n'importe quoi. La preuve, j'ai été validé par ce prix Nobel. Je suis crédible, en fait. Je suis quelqu'un de sérieux, en fait. Je ne suis pas un clown. Et je joue aussi avec ce parallèle avec le clown. C'est-à-dire que par rapport à Coluche, alors c'est une scène, j'ai coupé une scène où il reparlait de l'histoire de Coluche. Donc là, il y a un passage où je refais le parcours de Coluche. J'aimais bien aussi cette idée de dire, mais justement, en fait, Coluche, il y a quelque chose de similaire dans ce côté, je viens de nulle part, je ne suis pas en champ politique et tout. Mais la différence, c'est qu'Émile Lalande, il est plus sérieux que Coluche, il a mieux travaillé ses dossiers que Coluche, et il a envie, à la différence de Coluche, d'aller jusqu'au bout. Vous répondez comme dans le livre, aux questions et aux réponses. Vous anticipez en réalité les arguments des adversaires politiques. Ça, c'est extrêmement bien fait aussi. C'est-à-dire que quand je l'ai lu, en tout cas, vous annoncez une idée, on a l'impression que c'est farfelu, que c'est pas forcément possible, et au final, 2 minutes après, vous contre-attaquez en donnant la solution. Ça, c'est extrêmement bien fait, extrêmement intelligent. C'est un des livres les plus intelligents que j'ai pu lire depuis ces dernières années. Là où je trouve que vous allez encore plus loin dans ce qu'on a déjà lu, c'est véritablement que vous abattez tout clivage politique. Je ne pense pas qu'uniquement des gens de gauche aiment votre livre. Je pense que c'est aussi du bon sens, une certaine lucidité que vous arrivez à donner au livre. Je pense que ça va plus loin que ça. Et je pense que vous ne mesurez pas forcément l'impact que pourrait avoir ce livre sur beaucoup de monde. Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Écoutez, quand le Figaro Magazine mettra Paris pour tous en une, je vous croirai, Anthony. Moi, je suis tout à fait d'accord pour y croire. Je ne suis pas certain. Je trouve ça tout à fait juste ce que vous dites. Quand vous dites j'ai écrit un livre intelligent, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne vais pas vous dire non. Euh, on va voir, en fait. Honnêtement, le sentiment que j'ai eu, on va voir comment ça se passe, parce que là, il est sorti il y a 2-3 semaines, c'est vraiment très, très récent. Le truc qui m'a marqué, si vous voulez, c'est que les Belges en ont tout de suite parlé. Il y a eu 2 trucs en Belgique. Il y a eu une chronique sur la RTBF. J'ai donné une interview sur la RTBF. Les Suisses en ont parlé. La RTS, qui est l'équivalent de France Inter, on va dire, en Suisse, quoi. Et pas encore le média français. Et là, je me suis quand même interrogé. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est plus facile pour les pays francophones qui sont autour, parce que justement, ça ne parle pas de la France et que donc ils ont envie de s'amuser avec une fiction et tout. Je ne suis pas du tout dans une logique à me dire on veut me censurer et tout. Ce n'est pas du tout ce que je pense. Mais je ne suis pas certain que le champ politique, par exemple le journalisme politique actuel, soit en mesure de lire ce genre de livre. Pourquoi? Parce que les mecs, ils sont comme ça, ils sont dans les autoroutes. Ils ne vont pas lire un roman déjà, parce qu'en fait, ils ne lisent pas de roman. Je dis ça, c'est pas méchant, mais je veux dire, leur boulot, c'est pas de lire des romans. Et en effet, moi j'ai essayé, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la politique. On l'avait vu dans la Grande Panne, où j'ai quand même aussi vachement travaillé la question des conseillers du président et tout. Alors, dans une vision beaucoup plus sombre, justement, c'est assez marrant, parce qu'en fait, les 2 livres se répondent. Dans la Grande Panne, c'est le livre un peu cynique, un peu déprimant du pouvoir, dans ce qu'il peut avoir justement de déconnecter de la réalité, et beaucoup par une parole comme ça qui ne sert à rien, mais qui est en permanence dans l'excitation justement du pouvoir. Et puis Paris pour tous, c'est l'exact inverse. C'est l'idée en fait qui est plus importante que la parole, et c'est moins la stratégie de com que le fait d'aller au bout de son idée qui compte, quoi. Mais donc voilà, ce que je veux dire, c'est que moi j'avais envie de mettre une histoire qui soit politiquement crédible. J'aimerais qu'un journaliste politique le lise et me dise ah ouais, en fait, on a envie d'y croire, parce que la façon dont vous bâtissez, et j'ai fait vachement gaffe justement au fait que Émile Lalande ne soit pas du jour au lendemain en tête des sondages et tout. Donc en effet, au début, il galère, il n'est pas pris au sérieux. Il a une idée subtile pour pouvoir être testé dans un sondage. Il se débrouille pour être invité à une émission. Il va voir le patron de France 2 en disant ah, mais vous pourriez faire un sondage, parce que comme ça, si j'ai un score, bah, on pourra dire que c'est votre émission. Donc il flatte l'ego du patron de la chaîne en disant bah, c'est votre émission qui va me faire exister. Donc du coup, le patron de la chaîne se dit tiens, c'est pas con, je vais le faire. Et en effet, grâce à ça, le truc voilà. Donc j'ai essayé de faire un truc en effet qui soit vachement crédible dans le champ politique, pour je sais pas comment dire, pour que le roman soit lu
par des gens qui justement s'intéressent à la politique, et là je vous rejoins Anthony, et pas forcément par des gens qui soient que des militants de il y en a marre du boulot, vive les AMAP et les ruches en ville, quoi. Même si je pense que ces lecteurs-là, c'est les plus sympas, donc j'ai quand même envie de les avoir. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, je m'étais dit ça aussi, parce qu'en écrivant le livre, à un moment donné, je me retrouve à regarder Baron Noir, parce que ça m'intéressait de voir justement comment était le... Donc je vois la série 3 de Baron Noir, et Baron Noir, c'est d'un cynisme absolu, c'est noir pour le coup, c'est le cas de le dire, mais c'est vraiment une vision de la politique atroce, quoi. Et en effet, là, les journalistes politiques, ils adorent, je ne sais pas pourquoi, ils adorent en parler, on dit ah, c'est génial, et ainsi de suite. Et moi, moi c'est un mix entre Baron Noir, dans le côté crédibilité du récit politique, et puis l'an 1, dans le côté justement utopie, on va dire, non productiviste, quoi. Et c'est ce mix que je trouve vachement intéressant. Je pense, en effet, Anthony, vous avez raison, je pense que ça pourrait toucher des gens, je pense que le livre pourrait fonctionner, mais là, on peut compter pour l'instant que sur les libraires. Alors, il y a plein de libraires qui l'adorent, qui du coup, je pense, vont le refourguer à leurs lecteurs en disant prenez-le, vous allez voir, c'est vachement intéressant et tout. On va voir, et c'est vraiment, on peut prendre date, hein, là on est le 23 mai, on va voir si d'ici un mois, on va dire, un article sort dans le champ un peu plus politique de quelqu'un qui dit « Ah, ben, c'est intéressant cette fiction politique ». Il y a eu une dépêche, c'est ça qui est quand même intéressant, il y a une dépêche AFP qui est sortie là, il y a une semaine ou deux, sur les fictions politiques qui imaginent 2022, dont il parlait, donc, dans laquelle il parlait, pardon, le journaliste parlait de Paris pour tous. Moi, je pensais que ça allait générer un peu un truc. Je pensais que du coup, des journalistes politiques allaient appeler l'éditeur en disant « Ah, ça m'intéresse, je pourrais l'avoir ». Pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ça ait lieu. On va voir. Encore une fois, moi, c'est compliqué. C'est un livre, en effet, qui a plusieurs facettes. Il a un côté programmatique, c'est un essai décroissant qui dit on peut y croire. Et puis, c'est une fiction politique. Pour moi, j'ai envie aussi de toucher des lecteurs qui se disent tiens, j'ai envie de lire une histoire politique, et en fait de les amener un peu par surprise. Je trouve que c'est assez rigolo, quoi. J'aimerais bien en effet avoir un lecteur de droite qui soit un peu happé par le truc et qui du coup se dise tiens, mais en fait ça me fait quand même réfléchir, mais tout en étant pris par la mécanique narrative dont vous parlez. Je ne sais pas si ça peut avoir lieu parce que c'est quand même clivant. On a fait cette couve que j'adore du dessin de Simon Roussin, qui est intégré dans l'histoire aussi. Il y a une espèce de mise en abîme, mais du coup, il fait cette couve voilà, qui est quand même un peu rentre-dedans. Ce titre, évidemment, il est quand même assez rentre-dedans, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que j'en reviens à ça. Je ne suis pas sûr que le Figaro Magazine soit prêt à titrer Paris pour tous. Et d'ailleurs, Émilien lui-même, quand il fait son livre, on voit bien que son livre, il est assez clivant et qu'il se fait taper dessus par le MEDEF qui veut créer un délit de haine contre le travail. J'aime beaucoup cette scène où en fait, ils sont en train de se dire bah, il faut qu'on fasse un délit de haine contre le travail, parce que vraiment c'est mal de dire que le travail c'est pas bien, parce que le travail c'est quand même ce qui fonde notre nation, quoi. Donc voilà, j'ai joué aussi beaucoup sur les trucs comme ça. Je suis pas sûr que toute une presse, on va dire, ait envie de rigoler comme nous on peut avoir envie de rigoler là-dessus. Cela étant, je reviens à Benoît Hamon une seconde, mais si Benoît Hamon avait écrit un roman avec ce calibre-là, avec cette satire-là, je pense qu'il aurait été peut-être mieux compris par certains, en tout cas, parce que là, c'est clairement beaucoup mieux expliqué, beaucoup plus subtil, beaucoup plus... Je considère que les hommes politiques n'ont pas ce discours-là. Et du coup, vous l'avez, vous avez cette faculté pédagogique parce que n'importe quel lecteur peut lire ce livre, même quand il ne s'intéresse pas à la politique. C'est extrêmement fluide, c'est expliqué, c'est imagé. Donc, pour le coup, c'est aussi ça peut-être votre force. En tout cas, j'espère vraiment qu'il sera lu par le plus grand nombre. Alors maintenant, je vais enlever mes postiches et vous allez voir, je suis Benoît Hamon. On l'a dit déjà dans le... On a émis cette hypothèse. Je laisse la parole à Karine. Oui, bonjour à tous. Bonjour Adrien. Moi, j'ai été vraiment surprise par le texte. Je ne m'attendais pas à ça. Et c'est vrai que je ne lis pas la 4e de couve. Et du coup, forcément, quand je rentre dans un roman, je me laisse embarquer par l'histoire. Et j'ai vraiment lu ça comme une fiction. Et l'aspect politique, en fait, a pris de plus en plus de place au fil de la lecture. Mais j'ai surtout énormément ri.
j'ai trouvé des passages totalement jubilatoires. Et je voulais savoir si justement vous avez fait le parallèle avec Coluche, bon, pour un autre point, mais par rapport effectivement à cette volonté de se présenter pour changer les choses et proposer quelque chose de différent. Est-ce que dans l'écriture, vous avez justement... vous vous êtes dit que ça allait amener quelque chose et peut-être parler à des gens qui ne sont pas forcément politisés, pour qui le discours politique est parfois un peu complexe, où on n'a pas du tout envie de s'intéresser. Voilà, je voulais savoir si dans votre réflexion, dans l'écriture, ça a été quelque chose d'important pour vous. Oui, bah, merci de dire que vous avez ri, parce qu'en effet, pour moi, c'est important quand on fait des romans, enfin, quand je fais ces romans-là, c'était pareil dans La Grande Patte, et même dans le premier qui s'appelle Qu'advienne le chaos, j'essaye de faire en sorte quand même que ça soit un peu marrant et de ne pas se prendre au sérieux, c'est-à-dire de ne pas faire un truc sinistre. Et en fait, vous avez tout à fait raison, enfin, vous avez très bien résumé, peut-être même mieux que ce que moi je me suis dit en le faisant, mais là, comme vous le dites, je me dis, c'est exactement ça que j'ai voulu faire. C'est-à-dire qu'en effet, il y a l'idée de faire un roman qui soit plaisant à lire. Enfin, ce que je sais, c'est que je m'étais dit, je savais, j'en ai parlé avec l'éditeur assez tôt, et on savait donc que le livre allait sortir là en mai, donc pour ce qu'on appelle un livre d'été, un livre de plage, quoi, de façon un peu, comment dire, péjorative, mais en même temps assez claire, c'est-à-dire que ce sont des livres que les gens achètent, et notamment qu'achètent les gens salariés, c'est-à-dire pas vous, parce que vous lisez beaucoup de livres, mais en fait, il y a des gens qui lisent peu de livres, et en général, ils lisent 1 ou 2 livres l'été, parce que c'est leur moment de pause. Ils vont prendre 3 semaines de congé, voilà, soit en juillet, soit en août. Et donc là, ils vont se prendre quelques livres. Et en effet, avant de partir en vacances, ils vont aller voir leur libraire, ils vont dire, ah, mais qu'est-ce que tu me conseilles, qu'est-ce que vous me conseillez, j'ai envie d'une lecture un peu cool pour cet été et tout, mais en même temps, ça peut me faire réfléchir un peu, c'est pas mal. Et en effet, je pense que Paris pour tous a cette possibilité-là d'être un livre d'été, c'est-à-dire un livre qu'on va lire, encore une fois, pas vous, mais que les gens qui lisent peu vont lire en se posant un petit peu pendant l'été, mais qui soit en effet un livre avec du fond. Ça, c'était mon idée. C'était en effet de se dire, il faut un livre à la fois intelligent, mais qui ne soit pas, on va dire, trop complexe d'entrée ou d'accès, quoi. C'est pour ça, enfin, je veux dire, mes livres d'Adrien Klein fonctionnent ainsi, c'est-à-dire qu'ils sont censés être, entre guillemets, assez ouverts au lecteur. Et en effet, l'humour aussi, c'est quelque chose qui pour moi est une très très bonne clé, parce qu'on sait que quand quelqu'un rigole, bah, il a envie de continuer et tout ça. Donc en effet, j'ai essayé de faire des personnages qui soient assez marrants. J'aime beaucoup le personnage de Suleiman, le poète diplomate, qui a une façon de parler un peu étonnante. Tout ça. C'est en effet de rigoler et de ne pas se prendre au sérieux. Et ça, c'était un truc important aussi. La première version était un petit peu sérieuse et était un petit peu aussi centrée que sur Émilien. Le parcours d'Émilien, hein, le fait qu'Émilien devait en sortir. Et en fait, après, je me suis rendu compte que bon, c'est aussi l'éditeur qui m'a dit, vas-y, tu peux faire plus long et tout, parce que moi, je n'osais pas faire trop long. Il m'a dit, tu peux faire plus long. Donc, je me suis dit, bon, bah, si je peux faire plus long, j'y vais. Et du coup, j'ai développé aussi un peu les personnages qui sont autour de lui, qui font une espèce de galerie de gens tous un peu cinglés. Que je le dis d'ailleurs à un moment donné, je dis, ils les regardent comme ça avec tendresse, parce qu'ils sont tous un peu fous, ils ont une façon de parler, tout ça un peu décalé et tout. Et ça, j'aime beaucoup cette idée de pouvoir avoir des personnages comme ça, voilà, qui ne sont pas complètement dans la norme et tout. Et en effet, l'idée, et encore une fois, je trouve que vous l'avez très bien dit, c'est de faire en sorte que les gens puissent se retrouver dans une logique de réflexion, d'analyse en fait, d'enjeux politiques sur des questions qui ne se posent pas du tout en général, quoi. Et du coup, en effet, il est presque trop... En fait, peut-être qu'il aurait fallu presque prendre un titre moins clair, en fait, prendre plus le lecteur un peu au piège, appeler ça autrement, j'en sais rien, moi, Émilien part en campagne, ou Émilien à la campagne, enfin un jeu de mots complètement con, mais qui aurait en effet pas vendu le programme politique de Émilien. Parce qu'en effet, je suis d'accord, et je trouve que ça s'entend dans ce que disait Anthony aussi, c'est que peut-être qu'il faut prendre le lecteur par surprise, c'est-à-dire peut-être qu'il faut que le lecteur pense qu'il va lire un roman comme ça, comme une histoire, comme une autre, et tout ça, et qu'en fait, il se dit, ah putain, mais en fait, ça me fait réfléchir sur la question du temps de travail. Mais en même temps, j'aimais tellement ce titre, Paris pour tous, qu'on a trouvé dès le début avec Alessandra, qu'on en avait parlé la première fois, on s'est dit, mais c'est ça, c'est Paris pour tous, quoi. Il y a un côté
immédiat et très fort de ce slogan. Et donc, c'était dur de pas. Après, je me suis dit, je vais chercher d'autres titres, j'ai cherché d'autres titres, et je revenais systématiquement à celui-là. Je me suis dit, bon, bah, il faut le garder, il faut accepter qu'il faut le garder. Naomi, c'est à toi. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'avais du mal avec le son. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Bonsoir à tous. Bonsoir Adrien Klein. J'aurais deux questions pour vous, en sachant que je n'ai pas lu le livre. C'est assez rare, mais là, j'ai pas eu le temps. Je me rattraperai plus tard. Alors, ma première question concerne le genre de l'œuvre, parce que vous avez parlé d'une utopie réaliste. Alors, ma question serait de savoir pourquoi n'aviez-vous pas décidé de faire une utopie à part entière ou un récit réaliste? Pourquoi ce mélange des deux? Dans la mesure où on est face à une œuvre qui manifestement mélange à la fois le roman réaliste, le récit utopique et emprunte aussi quelques caractéristiques au genre de l'essai. Donc, est-ce que c'est est-ce que c'est un choix qui s'est imposé à vous d'une façon peut-être très spontanée, ou est-ce que vous avez hésité entre plusieurs genres et finalement vous avez abouti à une œuvre assez hybride? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, tout à l'heure, vous avez parlé du champ politique dans lequel, j'espère ne pas déformer vos propos, il était difficile d'émerger ou en tout cas de se trouver une place lorsqu'on avait des idées qui étaient un peu opposées ou en tout cas qui n'étaient pas forcément consensuelles. Alors, je ne puis m'empêcher de faire une analogie avec le champ littéraire, dans la mesure où aujourd'hui, en tout cas, pour se faire une place dans le champ littéraire, il faut avoir des positions qui sont assez consensuelles ou du moins pour exister sans faire trop de bruit. Voilà, il ne faut pas non plus bouger trop les lignes. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous ne trouviez pas dommage, entre guillemets, que votre œuvre n'ait pas plus de visibilité du fait d'avoir choisi un éditeur indépendant, même si je pense que cet acte-là est aussi un engagement politique. Donc, c'est assez paradoxal comme question, mais savoir quelle est votre question là-dessus. Ça se retourne, c'est intéressant. Alors, je réponds d'abord à la première question sur la question de l'utopie réaliste. C'est vraiment, justement, je trouvais intéressant de travailler les deux. C'est-à-dire que justement, je trouve qu'il y a beaucoup de fables ou de projets purement utopiques que je trouve intéressant parce que c'est vrai que ça nous ouvre des fenêtres, ça nous fait réfléchir, ainsi de suite. Mais en général, on ne retombe pas sur nos pieds. C'est-à-dire qu'en fait, on rêve un peu. L'an 01, c'est vraiment ça. On rêve, en fait, pendant tout le film, on rêve. Le livre, pardon, mais parce qu'en fait, il y a aussi un film que je vous recommande. Donc, il faut d'abord lire la bande dessinée et ensuite voir le film. Il faut regarder les deux. Les deux sont vraiment très intéressants. On rêve, et puis après, on éteint, et puis on retourne à sa vie. On ferme son livre et on retourne à sa vie. Et donc, moi, j'avais envie que, comme la réaction d'Anthony le prouve, c'est-à-dire, on rêve, mais on croit que ça peut arriver, quoi. Et on a envie que ça ait lieu. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu, justement, bâtir, que cette histoire se développe dans un cadre électoral classique, justement pour dire, bah, l'utopie des années 70, c'était génial, mais on a vu que malheureusement, ça ne donnait rien. Donc peut-être qu'à un moment donné, la seule solution, c'est de prendre la place, en gros, des autres. C'est-à-dire que le champ politique, il est vraiment occupé par des gens qui sont tous à une place très précise. Et en fait, ça serait chouette que quelqu'un arrive et envoie un peu tout balader et dise, bah, on va changer les clivages, on va changer les lignes habituelles et on va amener à autre chose. Le paradoxe, c'est que le président qu'on a aujourd'hui, il a construit quand même, qu'on le veuille ou non, quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il est arrivé en 2017 en disant « je vais foutre en l'air le jeu tel qu'il existe ». Et en effet, il l'a fait. Malheureusement, il l'a fait pourquoi ? Bon, pour quelque chose qui ressemble quand même beaucoup à ce qu'un autre aurait fait. Donc on n'a pas le sentiment que c'est eu un grand intérêt. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dans bizarrement, et ça joue un peu, je joue carrément avec le fait qu'Émile Nanon, il est passé par la même prépa que le président. Il y a des petits clins d'œil comme ça pour dire, en fait, c'est aussi une espèce de miroir. C'est comme si le président actuel, s'il avait été vraiment chouette, ça aurait été Émile Nanon. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce côté réaliste, c'est aussi pour que nous, lecteurs, on se dise, à peu de choses près, c'est possible, donc il faut que ça soit possible, donc on a envie que ça soit possible. Et en effet, la pure utopie, en général, on la regarde, ça fait vachement réfléchir, mais on sait que ça n'aura jamais lieu. Donc voilà, donc pour moi, c'est de dire, on aimerait quand même que ça ait lieu, et si ça se trouve, ça aura lieu, et c'est ce que je disais tout à l'heure à Anthony, ça finira peut-être bien par avoir lieu, et touchons du bois.
Alors la deuxième question, je trouve ça vachement intéressant ce que vous dites sur le champ littéraire. C'est vrai que je n'y ai pas pensé spontanément. Il se trouve que ce sont des questions qui m'intéressent beaucoup, la question du champ littéraire et de la place et de comment est-ce qu'on s'inscrit et comment est-ce qu'on décide de rentrer dans le champ littéraire. Vous auriez aussi pu me poser la question de savoir justement pourquoi est-ce que je prenais un pseudonyme. Et Anthony m'avait demandé ça, c'est pourquoi prendre un pseudonyme pour une fiction politique justement de titre réaliste. Mais en effet, qu'est-ce que ça veut dire pour moi de le faire chez un éditeur indépendant? Alors, il y a un truc tout con, hein, c'est que j'ai appelé Frédéric, que vous connaissez sans doute puisque vous l'avez vu chez Anthony. Je dis chez Anthony comme si c'était dans son salon. C'est une forme de salon virtuel. C'est tout comme. Je l'ai appelé, je me souviens très bien, je l'ai appelé j'avais commencé à écrire, je l'ai appelé en juin et je lui dis voilà, j'ai commencé cette histoire d'un type qui va se lancer dans une campagne présidentielle parce que il veut donc diminuer le temps de travail et puis changer la façon d'envisager la politique. Et donc je lui dis bah voilà, qu'est-ce que tu en penses? Moi je le vois comme un livre qui sortirait justement dans un an, c'est-à-dire qu'il faut que ça sorte quand même un an avant la présidentielle parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas sortir ça juste avant une présidentielle parce que là le débat est complètement fermé. Donc il m'a dit bah ouais, vas-y banco. Voilà, il se trouve que j'avais fait mes 2 livres précédents avec lui. Si j'avais eu cette idée, j'avais appelé, je sais pas, disons Albin Michel, en disant salut Albin Michel, j'ai un roman, j'ai écrit 30 pages d'un roman d'un prix Nobel d'économie qui propose la Paris pour tous, ça vous dit? Je ne sais pas, ils auraient peut-être dit oui, hein, je dis rien, j'en sais rien, mais il se trouve que là, j'ai une relation de confiance avec lui, et puis cette relation de confiance, elle va du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire que voilà, on a travaillé ensemble sur la cour, on a travaillé ensemble sur la façon de parler du livre, et c'était important parce que justement, c'est un livre qui a un discours politique. Moi, je ne m'imagine pas faire un discours hyper décroissant chez un éditeur qui sort je sais pas moi, 75 livres par an, comme du supermarché. Il y a quand même beaucoup d'éditeurs, de gros éditeurs, on va dire, qui ont une vision, on va dire, plus industrielle de ce qu'est leur métier. Enfin, ils en ont le droit, hein, je veux dire, mais ça a été bizarre aussi pour moi. Et d'ailleurs, j'ai toujours trouvé bizarre, là, je vous le dis, on est entre nous, hein, mais je trouve toujours bizarre que des gens qui ont des discours politiques assez radicaux le fassent chez des éditeurs qui sont des très grands groupes, qui appartiennent à des très grands groupes et qui ont des logiques très industrialisées. Ça me semble toujours un peu incongru. Je me dis, bah, c'est pas complètement cohérent. Donc là, honnêtement, autant la grande panne, je dis pas, j'aurais pu le faire chez Albin Michel, mais celui-là, ça me semblait évident aussi qu'il sorte chez un éditeur indépendant parce que il y a une cohérence programmatique entre le Tripode, on va dire, et Émilien Long. Mais maintenant, alors, vous me demandiez aussi, c'était intéressant, la difficulté quand on est dans le champ littéraire à sortir du rang. Je suis tout à fait d'accord, je pense que c'est difficile. Par exemple, Livre Hebdo a fait un article là, sur Paris pour tous. Bon, ils ont demandé une photo. Je dis bah non, je ne vais pas donner une photo de moi. Déjà, j'écris sous pseudonyme. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on s'en fiche d'avoir la photo de quelqu'un dont on ne sait même pas qui c'est derrière? Enfin, et voilà, c'est toujours un peu compliqué parce qu'en fait, le système littéraire, il est hyper codifié. Tout est vachement... chacun doit jouer bien son rôle. L'auteur, il fait ceci, l'attaché de presse fait cela. Et c'est vrai que c'est difficile. Là encore, c'est un des avantages de l'édition indépendante, c'est qu'on peut parler avec l'éditeur, on peut dire ah, mais je pense qu'il faudrait faire comme ci, comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Et là, oui, je pense que vous êtes nombreuses ici à penser que l'édition indépendante, c'est a priori souvent quand même un espace très fécond et très créatif. Moi, je le pense aussi. Maintenant, il y a aussi des bons livres qui sortent chez les gros éditeurs. Il ne faut pas le réfuter. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, vraiment, ce livre-là, pour moi, il fait sens dans une maison comme le Tripode, même si le Tripode n'est pas politique. C'est ça qui est intéressant. C'est rare qu'il fasse des trucs politiques. Mais c'est ça qui est chouette avec cette maison, c'est qu'elle est très, très plastique, elle est très ouverte à des choses du moment que justement ça ne rentre pas dans une case. Et là, en l'occurrence, ça ne rentrait pas dans une case puisque c'est pas un type de livre qu'on a l'habitude de lire. Et donc, du coup, ça a toute sa place au Tripode.
Avant que vous nous présentiez l'équipe de campagne, parce qu'elle est quand même particulière aussi, cette équipe de campagne, j'aimerais bien que vous fassiez un petit topo de chaque personnage, parce qu'ils sont véritablement extrêmement singuliers. On a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Donc pour le coup, ce ne sera pas pour Livre Hebdo, promis. Mais on a pour habitude de faire une photo. 3, 2, 1. Parfait, super. Merci. C'est mignon. Donc oui, Adrien, pour la galerie de personnages de l'équipe de campagne, pour être précis, et notamment Souleymane, pardon. Oui, alors je vais vous donner encore un petit secret d'écrivain parce que je pense que ça fait partie des trucs intéressants à partager. Enfin, j'imagine que pour les lecteurs, c'est intéressant de voir la fabrique un peu du travail de l'écrivain. En fait, ils sont 8 en fait, et donc quand j'ai écrit, en fait, j'ai une feuille de papier, une grande feuille de papier qui me sert de sous, enfin que je mets sous mon ordinateur, sur lequel je peux noter des choses. Et en fait, j'avais fait la liste de tous ces personnages parce que j'avais très peur quand j'écrivais des scènes de groupe d'en oublier, quoi. Parce que en fait, c'est 8 personnages, il faut quand même se les coltiner, quoi. Il faut qu'ils interviennent et tout, il faut qu'ils aient tous leur caractère et tout. Donc j'avais ma petite liste de toute cette équipe de campagne. Enfin, j'avais fait comme une espèce de constellation de livres avec Elisabeth la candidate, Nadia la journaliste, Philippe Martin le vieux journaliste qui s'est installé à la campagne, qui est assez marrant aussi justement dans ce qu'il amène dans le livre. Et donc j'avais ma liste des 7 personnes, je dis 8 parce qu'en fait ils sont 7 puis 8, enfin bon bref. Et donc quand je faisais des scènes, en fait tout d'un coup je me dis bah tiens là je vais faire une scène. Alors j'ai écrit ce livre, au début c'était assez plaisant, je l'ai écrit jusqu'à finir la première version, je l'ai écrit très vite, sans me poser du tout de questions. Ça venait tout seul. Je me disais, ah tiens, je vais écrire cette scène et tout. Bah, je l'écrivais à toute allure, c'était très plaisant. Et notamment, donc, j'avais quelques scènes de groupe où je voulais, parce que ça me permettait de passer un certain nombre de thématiques. Donc, un coup, la question des pesticides, un coup, je sais pas, la question des logiciels libres et tout. Et donc, il fallait que chacun ait son mot à dire et qu'il amène sa personnalité, quoi. Donc, voilà, là encore, on peut dire qu'il y a un côté un peu, comment dire, pas dire caricatural parce que c'est péjoratif, donc c'est pas caricatural, mais c'est vrai que je fais des personnages c'était déjà le cas dans La Grande Panne, qui surreprésentent un peu quelque chose, quoi. Ils sont un peu l'acmé de quelque chose, quoi. Donc le paysan, il s'appelle le baron, il n'a pas de nom, il a sa ferme depuis 40 ou 50 ans où il a mis des principes hyper comme ça sur la permaculture et tout. Et en même temps, ils sont crédibles, en fait. C'est ça que c'est justement, on peut croire parce qu'on sait que ça existe, en fait, des gens comme ça. Mais c'est vrai que là, le fait qu'Emilien trouve que des gens étonnants. Donc pour sa com, il prend un jeune YouTuber qui est une espèce de Jones qui surjoue un peu le côté je suis jeune et tout, mais en même temps, il est content de tout d'un coup se confronter à des gens qui ne sont pas issus du monde de YouTube, justement. Pour l'informatique, il prend une informaticienne qui est fan et qui défend les logiciels libres, donc qui est hyper militante et qui est toujours en colère à l'idée qu'on utilise des outils comme vous utilisez, vous, malheureusement, beaucoup, c'est-à-dire notamment le réseau social dont le nom commence par un I et qui a pris beaucoup de place dans le genre d'édition depuis quelques années. Et elle dit, bah, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas être complice, en fait, on ne peut pas défendre justement notre programme en s'appuyant sur ces plateformes qui appartiennent à ces multinationales. Donc elle fait chier tout le monde et puis ils finissent par trouver une solution pour se passer des GAFA. Il y a donc Souleymane, parce que je voulais aussi jouer sur les clichés de qu'est-ce que c'est que le... En fait, il faut quelqu'un, parce que dans une équipe de campagne, il faut quelqu'un qui s'occupe de la culture, quelqu'un de l'international. Et donc Souleymane, justement, je me suis dit c'était chouette d'avoir un poète qui était diplomate, qui joue un peu sur les codes qu'on a connus tout au long du XXe siècle des écrivains diplomates. Sauf que lui, c'est un poète d'origine sénégalaise, donc très libre, en fait. C'est pas Paul Claudel, quoi, pour le dire vite, quoi. Il est beaucoup plus truculent et puissant, on va dire, que Claudel. Et notamment, il a quitté la diplomatie française parce qu'il se trouvait trop corseté, alors que c'était un type vraiment brillant dans son champ. Il a préféré revenir à sa vie de poète plutôt que de rester. Il devait être nommé ambassadeur à Berlin. Il a préféré ne pas faire ça. Donc là encore, je suis un peu dans la caricature parce qu'en vrai, il n'y a pas d'ambassadeur d'origine sénégalaise qu'on aurait nommé à Berlin. Ça n'existe pas en France, malheureusement. Surtout poète.
surtout poète. Mais en même temps, voilà, il y a des écrivains diplomates, il y a aussi des gens justement d'origine étrangère qui sont rentrés dans la diplomatie française parce que la diplomatie française a quand même un tout petit peu ouvert ses portes, même si elles étaient très fermées. Bon, voilà. Donc, en fait, je pousse quelque chose en général jusqu'à son extrême, quoi. Alors, il y a le personnage de l'éditrice. Donc ça, il faut voir que mon éditeur m'appelait toutes les 5 minutes en disant « Mais attends, ce personnage, il était très vigilant parce qu'en tant qu'éditeur, il est hyper corporatiste. Donc même si j'invente un personnage d'éditrice, il n'est pas question que je fasse… » Donc il m'a repris sur plein de trucs qu'elle disait, mais il avait raison. Mais du coup, j'ai fait très attention. De la même façon que j'ai fait lire le texte à une amie qui a une sœur qui est instit. Et en fait, l'instit, dans la première version du livre, l'instit… disait aux enfants de Émilien que leur père exagérait quand même avec cette histoire de travailler 3 heures par jour et tout ça. Et là, ma copine me dit « Mais c'est impossible, enfin, comment est-ce que tu veux qu'une instit dise ça à des enfants devant d'autres enfants? Tu peux pas, c'est scandaleux que tu fasses ça. » Donc je l'ai remplacé par un parent d'élève qui du coup se plaint en disant « Mais enfin, votre père dit n'importe quoi. » Et du coup, les enfants sont malheureux parce que le parent d'élève leur dit que leur père est fou, quoi. Donc voilà, donc j'aime bien ces personnages en fait qui nourrissent vachement le livre, et comme je vous disais, qui sont rentrés dans la deuxième séquence de l'écriture, qui a été plus dure, hein. À l'automne, je me suis retrouvé à galérer parce qu'il fallait vraiment serrer les boulons, et justement pour que le livre, comme disait Karine, pour que le livre soit drôle, soit plaisant et tout, en fait c'est un gros boulot de serrer tout le temps pour que toutes les scènes on soit tout le temps pris, qu'il n'y ait pas de relâchement de l'attention et tout ça. Et qu'en même temps, l'ensemble justement de ce que je veux dire poétiquement soit abordé, toujours par des scènes un peu nouvelles et tout, qui ne soient pas tout le temps autour d'une table. Vous savez, c'est le problème des séries politiques, c'est que les mecs sont autour d'une table et discutent, quoi. Et donc, il faut aussi un peu les sortir de leur table, même si ce n'est pas une série. Même dans un roman, on a quand même envie d'avoir des décors un peu plus marrants. Donc, j'aime beaucoup la scène où ils partent avec il y a juste Émilien et le baron, et ils sont comme ça avec l'âne qui tire la roulotte. Et là, Émilien a un gros coup de mou, il dit « Mais moi, je ne vais pas y arriver. Ça n'a aucun sens, c'est complètement débile. On est là sous la neige, à aller chercher des signatures de maire parce qu'il faut les 500 maires qui signent. On va perdre un temps énorme, personne ne nous prend au sérieux et tout. » Et j'aime bien la façon dont justement ils se mettent à parler de la question. C'est là, je crois, que le terme utopie réaliste est intégré par… donc c'est le baron qui dit ça à Émilien en disant « Mais justement, c'est ça qui est beau dans cette démarche, c'est que à la fois tu es utopique et en même temps tu es hyper crédible, et c'est ce mix des deux qui fait qu'on y croit. » En fait, ces scènes, souvent il faut les voir comme des mises en abîme de l'écrivain qui se dit « Mais personne ne va croire à ce livre, j'en ai marre, je suis fatigué. » De la même façon que souvent Émilien dit « Putain, mais j'ai un programme qui défend le droit à la paresse, mais je travaille comme un chien. » Et moi, je passais mes journées à bosser sur ce livre. Et je me dis « Mais comment c'est possible d'écrire un livre sur le fait qu'il faut moins travailler en travaillant comme un chien sans jamais me reposer ?» J'étais exténué. Donc il y a pas mal de mises en abîme aussi là-dessus sur le fait que c'est défendre le droit à la paresse, c'est pas si facile parce qu'en fait ça requiert du travail, quoi. Justement, sur ce mot de paresse, j'ai fait un test, hein. J'ai parlé de ce livre-là à quelques-uns de mes proches qui ne sont pas forcément lecteurs, et je leur ai parlé de cette idée de travailler 3 heures par jour. La première réaction que j'ai récoltée, évidemment, c'était le rire. Pourquoi est-ce que vous pensez que les Français manquent d'imagination, manquent de rêve, manquent de conviction pour croire à quelque chose que tout le monde pense logique, juste? Tout le monde, si on leur proposait demain de travailler 3 heures par jour, tout le monde signerait. Alors pourquoi cette dichotomie? Pourquoi cette une quasi-hypocrisie en réalité? Pourquoi on récolte, quand je parle de ce livre-là, pourquoi la première pensée, c'est pas un rire moqueur, mais c'est un rire impossible. Tu racontes n'importe quoi, 3 heures par jour, c'est impossible, on n'y arrivera jamais. Pourquoi il y a cette dichotomie-là? Donc On Anthony, est schizophrène. si vos amis rigolent, est-ce que vous pensez que le Figaro Magazine va me prendre au sérieux? Pas sûr, hein. Je ne sais pas, je ne sais pas, Non, mais mais c'est non, ça je te qui dis, est. non, mais la question, elle est vachement pertinente. C'est hyper troublant de se dire, en fait, mais, et je pense que si on lit le livre, on est convaincu, on se dit, mais bien sûr qu'il faut changer les choses, bien sûr qu'il faut penser autrement notre place sur la planète aussi. Enfin, je veux dire, quand on dit, bah, la planète va dans le mur, bah oui, c'est peut-être aussi parce qu'on essore aussi
on pompe toute l'énergie possible, on pompe toutes les ressources possibles, on nique tout ce qu'il y a en animaux qui servent quand même beaucoup à la biodiversité et qui servent à se nourrir d'arrêt. On est en train de tout péter, mais malgré tout, faisons comme si de rien n'était. Et là, on est vraiment dans la logique de, en effet, la grenouille qu'on met dans une casserole d'eau froide et qu'on chauffe petit à petit. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, si on... Je crois que je le dis à un moment donné, je dis, mais si on débarquait de Mars et qu'on regardait la situation, on dit, mais c'est un truc aberrant. Enfin, je veux dire, les choses sont illogiques. Les gens se font chier toute la journée, ils travaillent dans les conditions de merde, et ensuite, du coup, courent après justement les vacances, les loisirs, consomment, en fait, je veux dire, consomment pour expier en fait la souffrance qu'ils ont eue au travail. Bon. Et en effet, la grenouille, ben, en fait, la température a monté petit à petit, et donc elle ne s'est pas rendue compte que l'eau était bouillante. Je pense que c'est un peu ça ce qui se passe avec nos sociétés, c'est-à-dire qu'on prend les enfants dès l'école, on leur martèle que le boulot, c'est le seul moyen de s'en sortir, qu'il n'y a rien de pire que le chômage. Bon, déjà, c'est quand même génial. Le chômage, en fait, c'est le spectre du chômage. Alors, en effet, s'il y avait un revenu universel, on ne dirait pas le problème, c'est le spectre du chômage. Qu'est-ce que tu as envie, toi, de faire dans ta vie pour te sentir bien dans tes baskets, pour être heureux, ainsi de suite. On construit, en fait, on construit dès l'enfance l'idée que ce qui compte, c'est d'avoir un boulot et de gagner sa vie. Et donc, du coup, de passer tout le reste, en fait, au second plan, derrière cette logique du revenu, et donc du revenu par le travail. Quand on dit, ce que vous dites, Anthony, est très juste. Quand on dit aux gens, mais en fait, on pourrait changer les choses, les gens rigolent en disant non, c'est impossible, quoi. Alors là, qu'est-ce qui coince en ce moment? C'est vrai, quand le Covid est arrivé, on s'est dit putain, ça va tout péter, et au moins on va redéfinir les choses. Mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire, moi, on va dire, il y a deux façons de considérer ce point de vue, ces questions. Soit on se dit, il y a des multinationales qui ont pris le contrôle de nos pensées par la publicité, les lobbies manipulent les hommes politiques, ainsi de suite. Bon, on peut penser ça. Moi, j'ai du mal à croire que ça soit suffisant pour que tout le monde, comme des moutons, accepte de signer face à des conditions de vie qui ne sont pas terribles. Je pense qu'il y a quand même une responsabilité chez tout le monde. Et je reviens encore à GB. Il y a une planche que j'aimais beaucoup, que je cite dans Paris pour tous, où en fait, il déroule en parallèle deux histoires avec les mêmes personnages, c'est-à-dire des gens qui partent au boulot le matin, qui vont prendre leur train, leur RER pour aller au travail. Et en fait, dans un cas, ils sont soumis, ils courbent les chines, ils vont rentrer dans leur bureau, ils vont faire ce que le patron leur dit de faire, etc. Et à la fin, il dit, bah oui, c'est la masse. Et bien ensuite, il reprend exactement le même groupe. Et là, il dit, mais là, il se passe quelque chose. Ils ont l'œil qui brille, ils rêvent, ils vont partir, ils ne vont pas aller au travail aujourd'hui, ils vont tout envoyer péter, ainsi de suite. Et là, il dit, bah oui, c'est la masse. Et là, il finit, et c'est cette phrase très complexe et très belle, et en même temps très troublante, je trouve, dans le livre de Gémé. Il dit, oui, c'est les mêmes. Bien sûr que c'est les mêmes. Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, c'est nous. En fait, nous, on est complices de ce système. Vous êtes complices, vous utilisez Instagram. Aucun d'entre vous ne s'est fait chier à se dire, mais on va bâtir un réseau social indépendant sur des serveurs autogérés. Non, vous acceptez de vous appuyer sur Facebook qui va monétiser un max tout ce que vous faites, tous vos posts, et ainsi de suite. Et pourtant, vous êtes des gens gentils. On sait que vous êtes des gens gentils. Mais vous êtes complices par un petit bout. Il y a plein de trucs sur lesquels vous luttez, puis là, vous n'arrivez pas à lutter parce que vous aimez Instagram, parce que c'est tellement pratique, c'est tellement efficace, c'est chouette, on a créé des communautés, ainsi de suite. Ah oui, les amis, mais ça fait 30 ans que des gens inventent un web alternatif et tout. Il fallait s'en saisir. Ah, ben on aurait pu s'en saisir. Ah, on n'a pas le temps, le truc, ça marche bien, c'est efficace, c'est multiplateforme et tout. Ah, ben ouais, mais alors quoi? Et en fait, on est tous complices. Je dis vous, mais je veux dire, bon, moi, je ne suis pas sur Instagram. Dieu m'en préserve. Mais je veux dire, moi aussi, j'ai plein de complicités dans ma vie de tous les jours. Je vais au supermarché, voilà, j'utilise certains services de multinationales, des GAFA, etc. Très peu quand même, moi j'en utilise très peu. Mais on a tous nos parts de complicité. Et c'est ça qui fait que le monde parfois se fossilise, hein, parce qu'en fait,
c'est très dur de lutter tout le temps. Il faudrait, on en connaît des gens, enfin vous en connaissez certainement, moi j'en connais des gens qui sont hyper radicaux, qui n'achètent jamais rien avec du plastique, n'achètent jamais évidemment rien avec des pesticides, n'utilisent jamais aucun service qui appartient à une multinationale, n'ont pas de smartphone, etc., n'ont pas de bagnole, roulent à vélo, etc. C'est génial en fait. Mais les gens qui sont capables sur tous les plans de lutter, ce sont des héros. Il y en a très peu, quoi. Et la masse, c'est-à-dire nous, on est la masse, en fait, eh ben, on n'arrive pas complètement, collectivement, à se dire on va renoncer à ci, à ça, à ci, à ça, à ça, à ça, à ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles il faut renoncer et on est quand même nourri et gavé par beaucoup de choses qui marchent et sur lesquelles on s'appuie parce que c'est facile et c'est rapide et qu'on n'est pas des héros. Et donc, c'est toute la difficulté, c'est est-ce qu'à un moment donné, collectivement, on pourrait envoyer bouler beaucoup de choses tous ensemble pour que les règles changent. Encore une fois, jusqu'à présent, ça n'a pas eu lieu. Est-ce que ça va arriver? C'est possible. Justement, sur ce terme de paresse, qui est plutôt un terme péjoratif dans différents esprits, qu'est-ce qui la différencie de la flemme, de la fainéantise? Qu'est-ce qui différencie ce terme-là? Alors voilà, donc ça, c'est Émilien le dit bien. Il dit, bon, en fait, il a une discussion avec ses enfants. C'est une scène que je trouvais drôle, justement, mais ça m'a permis d'évacuer. Donc, je ne vais pas parler de ça avec mes enfants, hein. On est d'accord. Mais ça m'a permis d'évacuer ce terme qui, en effet, comme on réagit vos proches, apparaît comme péjoratif. Les enfants disent, mais papa, je ne comprends pas. Nous, maman ou toi, tu nous dis toujours qu'on est flemmard parce qu'on ne range pas nos chaussettes dans les tiroirs et tout. Et en fait, toi, tu fais un livre qui défend le droit à la paresse. Donc, c'est contradictoire, quoi. Donc, il est obligé de leur expliquer. Et donc, en fait, ce faisant, ça me permet de balancer au lecteur le truc qui fait que la paresse, justement, c'est pas la flemme. Mais je peux peut-être lire l'extrait, non, Anthony? Oui, oui, parfait, parfait, justement. C'était là. Donc, c'est un extrait qui est donc pas du roman, mais donc vient de l'essai qu'Émilien Long a écrit sur la paresse. La paresse, ce n'est ni la flemme, ni la mollesse, ni la dépression. La paresse, c'est tout autre chose. C'est se construire sa propre vie, son propre rythme, son rapport au temps. Ne plus le subir. La paresse au XXIe siècle, c'est avoir du temps pour s'occuper de soi, des autres, de la planète. C'est se préoccuper enfin des choses essentielles à la bonne marche d'une société. C'est renoncer à l'individualisme, à l'égoïsme, à la destruction méthodique de notre planète. C'est ouvrir un espace, des espaces. C'est se poser et même se reposer. Se poser à nouveau, chaque jour, la question de ce qu'on est, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on doit faire. Ne plus être un robot allant travailler, s'usant la semaine pour dépenser son fric, une fois le week-end venu, en drogue de toutes sortes, numériques, chimiques, matérielles, culturelles, peu importe. Ce sont autant de misérables voyages consuméristes. On ne rattrape rien en dépensant l'argent qu'on a gagné en étant privé de sa vie. C'est déjà trop tard. On n'a qu'une vie, celle que vous êtes en train de vivre là, aujourd'hui, maintenant. Ce n'est pas un brouillon, ce n'est pas une esquisse, c'est votre vie. Vous ne pouvez pas perdre votre temps pour la gagner. Il est temps de la vivre. Alors, il y a plein de petits clins d'œil littéraires dans ce texte, donc je peux peut-être en signaler, il y en a 3 là. Il y a une référence à, quand je dis Misérable voyage, c'est le titre d'un livre de Michaud qui s'appelle Misérable miracle, qui est sur la drogue. Après, Le brouillon et l'esquisse, c'est un texte très beau de Wajdi Mouawad, tiré de sa pièce Seul, où il décrit, je trouve que c'est très bien cette scène où on dit, en fait, là, on est en train de vivre le brouillon de notre vie. Mais en fait, non, en fait, c'est pas le brouillon, et on n'en a qu'une, donc c'est propre, je trouve ça très juste. Et le dernier truc, c'est cette phrase, je pense, qui doit être de Debord, qui est il ne faut pas perdre sa vie à la gagner, qui est une formule quand même assez efficace, je trouve. Et alors, je reviens sur les influences, ou en tout cas la bibliographie que vous avez fait, que vous faites état dans le livre. Il y a quand même Keynes, Lafargue, bien sûr, mais c'est surtout Kessel également, Sénèque, Stevenson, Malevich, Morand. C'est quand même de sacrées cautions. Donc, pour le coup, ça crédibilise aussi ce que vous écrivez. Quel travail de documentation vous avez fait? Est-ce que ça vous a pris plus de temps que l'écriture elle-même du roman, ou en tout cas ça a été plutôt consensuel?
En fait, si j'avais bien travaillé, j'aurais lu le livre dont nous a parlé Nicole tout à l'heure, et beaucoup d'autres. Donc je n'ai pas fait un travail. Mais en fait, c'est ça aussi, quand on écrit un roman, il faut faire gaffe, parce qu'il ne faut pas se faire bouffer par les références, là, en l'occurrence politiques. C'est un thème qui m'intéresse, qui m'a toujours intéressé, donc sur lequel je connaissais beaucoup de choses. Enfin, je connaissais des choses, on va dire. Mais en revanche, c'est vrai que je me suis empêché, quand j'ai commencé à écrire le livre, je me suis empêché de lire trop de textes théoriques, parce que justement, j'avais peur de basculer trop dans le côté didactique, l'essai, philosophico-social, etc. Donc finalement, j'ai lu très peu de choses. J'en ai lu un peu, mais j'en ai lu assez peu quand j'ai rédigé le roman. Et en fait, dans la première version du roman, il n'y avait que l'intro du livre d'Émilien Long. Là. C'est exactement ce que je viens de vous lire, c'est l'intro en fait de son livre Le droit à la paresse au XXIe siècle. Et l'éditeur m'a dit, mais tu sais, en fait, tu peux en mettre plus, parce que c'est super de lire le livre dans le livre. Donc j'ai dit, ok, je vais en mettre plus. Donc je vais mettre d'autres bouts de chapitres. Quoi. Et j'ai écrit les autres chapitres ensuite. Quoi. Et là, du coup, j'ai dû bosser comme si j'écrivais un essai. Là, je me suis fait chier à lire des textes pour écrire ces parties d'essai, quoi, où je parle de Keynes, où je parle de Debord, et tout ça. Donc là, j'ai fait un travail théorique plus sérieux que je n'avais pas fait en fait en écrivant le roman. Et je pense que ça m'a aidé, parce que quand on est trop bouffé par la documentation théorique, enfin, quand on fait un livre comme ça, ça peut se ressentir un peu, enfin, il me semble, enfin, en tout cas, moi, je sais que j'ai ce risque-là, c'est-à-dire que j'ai mon côté bon élève, je dis, ah, mais il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça. Et au bout d'un moment, ça devient comme ça un peu vieille dissertation de terminale sur le travail, quoi. Je n'avais pas du tout envie de faire ça. Donc par exemple, dans la biblio là, que vous me citez, Anthony, j'ai même pas tout lu. Par exemple, le texte de Kessel sur l'appareil, je ne l'ai pas lu. Ça a l'air intéressant, mais sans plus. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont écrit comme ça, un peu pour faire les malins. C'est pas toujours passionnant. En revanche, ce qui est drôle, ce que je peux raconter, c'est que donc, je voulais parler de Sénèque, parce que Sénèque a fait ce texte assez connu qui s'appelle De l'oisiveté. Et donc, je voulais le mettre parce que c'est quand même assez marrant de penser qu'il y a 2000 ans, il y avait déjà un mec qui disait ah, ben, il faut se poser la question de l'oisiveté. Et donc là, je commence à lire De l'oisiveté de Sénèque, et c'est illisible, quoi, incompréhensible. Il faut être, je sais pas, il faut avoir fait 10 ans de philo, je pense, pour capter ce texte, quoi. Donc il se trouve que j'ai une copine prof de philo, donc je lui ai écrit en mode alerte rouge, j'ai un problème, je ne comprends rien à ce texte de Sénèque, qu'est-ce que je peux faire, quoi. Et là, elle me dit, ne t'inquiète pas, tu es tombé dans le piège dans lequel tombent beaucoup de gens, il ne faut pas lire De l'oisiveté de Sénèque, mais De la brièveté de la vie. De la brièveté de la vie, c'est très simple, c'est très clair, et tu vas voir, il y a tout ce que tu veux sur la question de est-ce qu'il faut travailler ou pas travailler. Et donc j'ai lu De la brièveté de la vie, et c'est super, parce que c'était exactement ce que je cherchais. Donc j'ai pu mettre dans le livre des extraits de La brièveté de la vie que Émilien Long commente. Et donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait, je n'avais pas du tout envie, ni le courage, ni l'énergie d'écrire un vrai livre sur la question du travail. Celui que nous a cité Nicole, ou celui que je vous ai montré, ces deux-là, il y en a plein en fait, des livres justement faits par des gens dont le métier a été de passer leur vie à lire des textes sur la question du travail. Moi, ce n'était pas le cas. Et honnêtement, voilà, ça aurait été un sujet sur lequel je ne connaissais rien, par exemple dans la grande panne, sur la question de la panne d'électricité, la question du courant électrique. Là, je me suis vraiment fait chier à me documenter parce que je ne connaissais rien du tout. Je ne m'étais jamais intéressé à la question du courant. Là, il se trouve que c'est quand même une thématique qui m'intéresse voilà, depuis longtemps et tout. Donc, j'étais quand même beaucoup plus au point, on va dire. Donc, je n'avais pas besoin de lire très sérieusement beaucoup de choses pour arriver à intégrer ça dans les scènes, en fait, dans les scènes où Émilien parle, quoi. En revanche, pour l'essai, comme je vous disais, là j'ai dû... Et là, je me suis dit, putain, c'est pas le même métier. Alors là, c'est pas le même métier d'écrire un essai qu'un roman, parce qu'un essai, c'est vraiment beaucoup plus de boulot qu'un roman, quoi. Un roman, on y va, on est porté par ses personnages, mais un essai, il faut être super sérieux et tout. Donc, bon, c'est moins marrant. Et j'aimerais peut-être terminer sur cette idée que je n'ai pas forcément vue ailleurs, en tout cas pas à ma connaissance, ce sont ces ateliers du temps libre. Pour le coup, c'est quelque chose d'extrêmement surprenant. Comment est venue cette idée? En fait, je voulais justement sortir du côté un peu vertical d'une campagne électorale, où il y a un gars tout en haut qui dit voilà, j'ai ça comme idée, patati patata. Et donc je voulais trouver quelque chose où il y a une co-construction du programme
par un dialogue avec plusieurs personnes et tout. Et donc, en effet, mais c'est marrant, c'est encore un truc narratif, c'est-à-dire que j'étais dans une scène où je sais pas, ils ont un problème, je ne me souviens plus, mais ça coince un peu, ils n'arrivent pas je sais pas, ça patine, la campagne ne démarre pas bien et tout. Et là, il y a Johanna, donc la directrice de campagne, qui est un super personnage. J'en ai pas parlé quand j'ai fait la liste des personnages. J'aime beaucoup ce personnage de Johanna qui dirige le labo du CNRS de Émilien à Marseille, qui a sa grosse moto et tout. J'aime beaucoup ce personnage et puis qui a un souci à la fin, mais je peux pas en parler pour les gens qui n'ont pas lu le livre en entier. Et donc, à un moment donné, pour débloquer la situation, elle dit « Ah, mais on pourrait inventer cette idée de faire des ateliers. » Ça, je pense que c'est quelque chose qui ferait vraiment sens dans notre France contemporaine. Alors là encore, il se trouve qu'on a un président qui, comme il est malin, a inventé quelque chose qui ressemblait un petit peu, mais justement uniquement dans une logique qui remontait vers lui. Mais c'est vrai que ça serait vachement intéressant de faire en sorte que les Français se parlent en fait, en n'étant pas les mêmes, quoi. C'est-à-dire qu'on a un peu tendance à être dans des cercles, en fait, le cercle des lecteurs, le cercle des gens qui aiment, je ne sais rien moi, le miel bio, le cercle des écrivains. Enfin, voilà. On est dans les communautés, on se parle beaucoup entre soi, et puis en fait, c'est dur de franchir des frontières comme ça, invisibles, ou d'ailleurs visibles. Et c'est vrai que ces ateliers du temps libre, c'est aussi permettre à ce que des gens très très différents, qui n'ont rien en commun, en fait, se retrouvent et parlent ensemble. Et donc évidemment, là, c'est dans cette thématique du temps libre, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait à partir du moment où on va récupérer du temps, puisqu'on va travailler moins, qu'est-ce qu'on va faire de ce temps, comment on va l'utiliser voilà, pour que les journées se déroulent, puisque du coup, je n'ai plus répondu sur ce que, si je l'ai dit dans le texte, que la flemme, c'était pas que la paresse, c'était pas la flemme, et donc on fait des choses, même quand on n'a que 3 heures de travail par jour, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'au contraire, on se repose la question de ce qu'on a envie de faire vraiment. Et donc, du coup, les gens se retrouvent pour parler. Honnêtement, j'aurais pu le développer plus dans le livre. Ça aurait peut-être été intéressant de faire une scène dans une réunion comme ça, avec des gens très différents qui se parlent, justement pour avoir le point de vue des gens qui ne sont pas dans la campagne, mais qui ont envie de se saisir de… C'est peut-être ce qui manque dans le roman, je me dis ça, je me dis peut-être que j'aurais dû raconter plus du point de vue de citoyens lambda, en fait, qui se retrouvent un peu embarqués. Mais après, en même temps, je me dis, mais c'est le lecteur, il regarde, en fait, le lecteur, c'est lui, en fait, c'est le citoyen qui se retrouve à regarder ce qui est en train de se passer dans la campagne, donc je n'ai peut-être pas besoin de le mettre en scène dans le livre. J'avais le même défaut, d'ailleurs, dans La Grande Panne. Je trouve que c'est déjà qu'on fait un roman choral où il y a pas mal de personnages et tout. Si en plus, il faut rajouter des personnages de gens qui sont en train de regarder ce que nous, lecteurs, on est en train de découvrir. Alors, dans La Grande Page, j'avais trouvé cette astuce qui marchait pas mal de séquences d'articles de journaux, en fait, d'un type qui faisait un journal au plomb parce qu'il n'y avait plus d'électricité. Et donc, en fait, il écrivait un reportage tous les jours. Donc, ça me permettait de raconter, de faire vivre des séquences comme ça avec des Français qui étaient pris dans la panne d'électricité un peu partout. Là, ça manque peut-être un peu dans Paris pour tous, mais justement, dans le 2, je pense que je pourrais peut-être prendre plus de temps pour avoir des citoyens qui se retrouvent justement dans cette logique où maintenant ils ont du temps libre et qu'est-ce qu'ils font et comment s'organise leur vie, quoi. C'est vrai que là, c'est aussi le temps de la conquête du pouvoir, donc c'est normal qu'on se pose peut-être moins la question de ce que ça produit chez les gens. Il faudra voir, il faudra s'interroger, il faudra raconter surtout ce que ça produit et comment les gens se saisissent en fait de ce truc. Donc les ateliers du temps libre, c'était un peu une virtualisation de ça. Dans le 2, il faut que je raconte en fait comment les gens vont devenir ces nouveaux humains qui ont du temps et qui s'interrogent sur ce qu'ils sont capables de faire de leur vie. Alors justement, ce deuxième roman, enfin cette suite, pardon, comment est-ce que vous êtes déjà en train d'écrire? Est-ce que c'est en germe? Comment ça se profile? Non, j'ai pas commencé à écrire. Je me suis dit ça, en fait, quand j'ai fini le livre, là, c'était vraiment il n'y a pas très longtemps, hein, je l'ai fini fin décembre, début janvier. Mais je me suis dit, putain, mais je pourrais enchaîner direct sur la 2 parce que je suis dedans, quoi. J'ai tous les personnages en tête et tout. Et puis je suis dans cette excitation. Quand on écrit un livre, on est quand même un peu porté par une excitation et tout. Après, ça retombe. Donc je me suis dit, mais en fait, je vais peut-être enchaîner. Ça serait marrant d'écrire les 2 à la suite, quoi. Et après, je me suis dit, il ne faut pas que je le fasse trop tôt parce qu'il faut aussi que je prenne en compte, d'une part, j'aimerais voir comment les lecteurs vont réagir, justement. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui se passe, comment les gens
ressentent ce livre, parce que c'est vrai que la suite, elle marche aussi en fonction de si le livre a marché, si tout le monde s'en fout, si le livre était sorti dans un flop intersidéral, il n'y a même pas d'intérêt à faire une suite, quoi. Alors, je vous fais la suite de livres que personne n'a lu. Non, non. Donc déjà, il faut en effet que des gens l'aient lu. Et d'une part, et d'autre part, en effet, comment est-ce que les gens l'ont lu, qu'est-ce qui les a intéressés. Et puis ensuite, c'est vraiment une histoire de temporalité. Le livre ne pourra pas sortir en 2022 parce qu'il y aura la présidentielle, donc il sortira en 2023. Et j'aime pas trop écrire des livres trop loin en fait de leur date de sortie. Je trouve que j'aime bien que voilà, je l'écris et puis il sort peu de temps après. En tout cas, pour des livres comme ça qui sont vachement en phase avec la société et tout ça, si c'était de la grande littérature, voilà, complètement déconnecté du réel, pourquoi pas. Mais là, voilà, il y a l'idée de saisir un peu le. Donc je pense que c'est pas mal que je laisse passer la campagne de 2022, qui sera certainement moins joyeuse que celle du livre, et qu'à ce moment-là, je me replonge dans tous ces personnages. Puis, il faut dire que quand j'ai relu La Grande Panne, donc l'an dernier, là, au confinement, je me suis dit, putain, en fait, je devrais faire une suite à La Grande Panne, j'aimerais bien voir ce que ces personnages sont devenus. Tout. Il y a un truc assez sympa quand on est écrivain à reprendre ces personnages qui sont là, qu'on a fait vivre il y a longtemps, parce que La Grande Panne, ça date maintenant. La première version, je l'ai écrite il y a 10 ans. Et donc, je me suis dit, donc j'ai aussi le projet d'écrire, donc je vais peut-être réécrire celui-ci avant. J'ai le projet d'écrire une suite de La Grande Panne qui serait, alors là, c'est vraiment un scoop, hein, je ne devrais pas le dire parce que ça va rester sur YouTube, donc c'est pas bien. Ah oui, mais Anthony m'a dit qu'on pourrait couper, donc là, on va faire coupe. Non, mais je ne vais pas le dire en fait. Par superstition, il ne faut jamais dire des choses avant qu'on les écrite. Donc, je ne parle pas, mais je vais peut-être écrire la suite de La Grande Panne en reprenant certains des personnages de La Grande Panne. Et ensuite, seulement, j'écrirai la suite avant de parler sur tous. Mais il faut que je fasse attention parce qu'après, il y a un truc aussi terrible de se mettre à écrire des séries comme si j'étais un type de chez Marvel là, qui a ses personnages et qui les décline à l'infini. Il y a un truc très plaisant. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à n'en parler pour tous, à inventer tous ces personnages, à justement avoir des gens étonnants et tout. Et il y a un côté chouette. Après, les recycler, bon, au bout d'un moment, ça peut devenir un peu limite. Donc, il faut que je fasse attention. Mais je me dis, si chacun a une suite, et après, je m'arrête, promis, et je fais d'autres choses. Il faut savoir aussi que j'avais écrit un autre livre. Il aurait dû avoir un Adrien Klent avant, qui est un livre que j'aime bien, que je vais peut-être reprendre aussi, qui est un livre sur la mémoire, avec très, très peu de personnages, justement, très différents de ceux-là. Je vais peut-être le reprendre aussi avant de reprendre cela. En espérant que vous ne soyez pas dans le comité directeur ou au conseil des ministres d'Émilien Long après la présidentielle de 2022. Ouais. Enfin, d'Émilien Long, de vous, c'est vous, Anthony, hein, qui allez vous présenter, parce que je crois que de nous tous, c'est le seul qui ait vraiment cette envie qu'un homme politique s'en saisisse. Donc, je vous propose, vous, de devenir le candidat. Et moi, éventuellement, j'écrirai quelques-uns de vos discours bénévolement. C'est noté. C'est noté, c'est enregistré. Merci Adrien Klent de nous avoir consacré ces quasi 2 heures. Ouais. Merci infiniment. Votre livre, Je comprends pourquoi c'est long. Quand on le voit sur YouTube, on se dit, mais comment ils ont tenu 2 heures? Mais quand on est celui qui parle, on se dit, comment? On s'arrête déjà? Mais j'aurais pu le faire encore 3 ou 4 heures. 4 heures, non, on a dit 3 heures maximum. Mais en effet, c'était passionnant et j'ai véritablement hâte de voir la suite, de lire la suite. Mais pour le coup, celui-ci se suffit déjà à lui-même. Clairement, c'est un grand livre. J'espère véritablement qu'il trouvera son public. Donc merci Adrien. En tout cas, comptez sur moi pour en parler et sur certains autres également. Donc merci. Merci infiniment pour votre temps. Merci à vous. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et je ne sais pas si à la fin du confinement, parce que ça, c'est né du confinement quand même, vos rencontres numériques. Peut-être que dans un monde d'après, où au moins on pourra, à défaut de renoncer à Instagram, au moins on pourra de nouveau faire des rencontres réelles. Peut-être que vous allez finir par organiser des vraies rencontres. Moi, je ne suis pas très loin de Nice, hein, Anthony, vous savez. Donc, je ne savais pas. Je ne savais pas. J'ai cru Marseille. comprendre que... Oui, j'ai cru comprendre que... En effet, comme Émilien, ça fait quand même beaucoup de points communs. Donc parfait, bien sûr, avec grand plaisir pour organiser des rencontres en physique. Certaines sont prévues, on verra ce qu'il en est plus tard. Mais oui, avec grand plaisir. Au revoir Adrien, merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci à tous. Au revoir tout le monde. Au revoir.